Alors, vous savez, vous le vivez dans vos activités d'association du patrimoine. Le patrimoine, c'est un secteur qui concentre des abréviations barbares, hein, ACMH, CRMH, ABF, SRA, etc., etc. Ça peut parfois être un peu obscur, un peu difficile de s'approprier les fonctions de chacun. Mais ce soir, il ne sera pas question d'entrer dans les détails de ces différentes appellations et des prérogatives de chacun, mais bien de faire connaissance avec les AP, donc les architectes du patrimoine, qui font aussi partie de cette liste, et pour lesquels on se doit de se demander, mais a-t-on besoin d'eux? Peut-on s'en passer? Et plutôt que de vous donner une réponse simplement négative à cette question, je vous propose donc d'écouter les arguments de nos intervenants. Pour deux d'entre eux, ils vont adorer que je dise ça, certainement, ils sont le gratin de la profession. D'abord, nous entendrons Christian Laporte, qui est en effet le président de l'Association des architectes du patrimoine. Ensuite, Benoît Melon, directeur de l'école de Chaillot. Ils nous parleront de ce qui les anime, de ce qu'est, comme dit Christian, la substantifique moelle de ce métier, de cette passion probablement. Puis Corinne Molina, directrice de la Fédération Rempart Bourgogne-Franche-Comté, nous exposera ses diverses et satisfaisantes collaborations avec les architectes du patrimoine. Enfin, Yann Le Breton, qui est jeune diplômé d'école de Chaillot, qui est un fervent bénévole, animateur à Rempart, nous fera part de son expérience. Et je précise bien sûr, mais vous l'avez compris, que tous les intervenants, tous les quatre connaissent parfaitement Rempart et à titre divers. Bon, je ne vais pas faire plus long, je vais vous souhaiter un bon webinaire à tous. Et Christian, le floor is yours, la parole est à toi. Merci Marie-Georges, bonsoir à tous. Je m'appelle Christian Laporte, je suis architecte du patrimoine installé à Clermont-Ferrand et président de l'Association des architectes du patrimoine. J'ai demandé également de se joindre à moi Judy Kell de la Soudière-Nio, que vous apercevez, il lève la main, qui est notre vice-président à l'association et auquel je demanderai tout à l'heure de donner 2 ou 3 chiffres sans vous inonder, mais vous donner en gros un peu le maillage et la répartition des architectes du patrimoine sur le territoire. Je pense que c'est important que vous sachiez un peu qui nous sommes et où nous sommes. Voilà, donc merci également à Rempart de nous offrir cette tribune. C'est toujours pour nous important de parler de mieux nous faire connaître. Même si aujourd'hui le titre d'architecte du patrimoine, je dirais, est un peu entré dans le langage commun. On le voit de plus en plus et nous en sommes très honorés et très fiers. Il n'empêche qu'il subsiste encore des petites incertitudes ou en tout cas des imprécisions sur le rôle des uns et des autres. Donc, avant toute chose, et avant de vous parler de ce que nous faisons et de notre répartition sur le territoire, je rappelle simplement, et Benoît Melon, donc, qui est également architecte du patrimoine et qui vous parlera de notre formation spécifique, je rappelle déjà en préambule que nous sommes tous architectes. Alors, qu'on appelle DPLG, diplômés par ça ne s'appelle plus comme ça, maintenant c'est diplômé d'État, je crois, mais en tout cas, nous sommes tous sortis d'une école d'architecture, hein, de France ou d'Europe ou d'ailleurs. Et nous avons, à l'issue de notre diplôme d'architecte, choisi de nous orienter dans les métiers, alors j'allais dire du patrimoine au sens large. On a tous, ce qui nous rassemble tous, c'est notre attirance et en tout cas notre intérêt pour la matière ancienne, le bâti ancien, sachant qu'aujourd'hui, de nombreuses opérations, et ce sera même un peu l'avenir de l'architecte, on va être appelé à intervenir en réhabilitation sur du bâti ancien. Et c'est un peu la raison de ce qui nous a poussé à nous spécialiser, je dirais, dans cette matière et dans cette formation. Un petit mot pour, en préambule, tout de suite dire la différence qu'il y a entre les architectes du patrimoine, les architectes des bâtiments de France et les architectes en chef des monuments historiques. Je sais que pour la plupart d'entre vous, et je m'excuse d'avance de le répéter pour ceux qui le savent déjà, mais autant clarifier les choses assez rapidement.
Nous sommes tous donc architectes et pour la plupart, je dirais une très grande majorité, nous sommes tous diplômés de l'école de Chaillot, dont Benoît Melon vous parlera plus précisément tout à l'heure en termes de formation. À la sortie de cette école, qui dure 2 ans, et qui n'est pas une école à temps plein, on vous le reprécisera tout à l'heure, il y a 3 orientations qui se profilent. Il y a des architectes qui décident de passer un concours de la fonction publique territoriale pour devenir architecte en chef des monuments historiques. Architecte en chef des monuments historiques, c'est donc un concours d'État qui permet à des architectes du patrimoine d'intervenir sur de la restauration sur des monuments historiques classés appartenant à l'État. Alors, c'est un petit peu rébarbatif cette introduction, je m'en excuse d'avance, mais c'est pour très très vite que vous sachiez qui fait quoi. Les architectes en chef donc, sont recrutés sur concours, il y en a entre 30 et 40 en France, et ils sont affectés par département pour s'occuper des monuments classés qui appartiennent à l'État. Donc, ils ont comme fonction de travailler sur ces monuments. Mais par ailleurs, ils peuvent également travailler, tout comme nous, sur d'autres monuments classés qui ne sont pas à l'État. Bien entendu, ils conservent, ils ont un statut un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois architectes indépendants libéraux et ils peuvent également, mais ils ont des commandes fermes de l'État sur les monuments qui leur appartiennent. Donc, c'est un petit peu particulier. J'ajoute, oui, que le titre d'architecte du patrimoine, Benoît Melon me fait une petite remarque, il a raison. Le titre d'architecte du patrimoine, c'est en fait, ce n'est pas un titre, c'est une marque que notre association a déposée qui caractérise, qui identifie les architectes qui sont diplômés de l'école de Chaillot, dont Benoît Melon vous parlera tout à l'heure. Les architectes des bâtiments de France. Tout le monde les connaît, les architectes des bâtiments de France. Ils sont donc nommés également, ils sont recrutés sur un concours de la fonction publique territoriale, et ils sont affectés donc dans les départements, dans les unités départementales de l'architecture et du patrimoine. À la différence des architectes en chef des monuments historiques, ils ne sont, j'allais dire ils ne sont, c'est déjà, ils ont beaucoup de travail, mais ils sont fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire qu'ils n'exercent pas à titre indépendant. Ça, c'est très important de bien faire la distinction. L'architecte des bâtiments de France n'a pas d'agence à lui. C'est-à-dire qu'il gère un service d'État au niveau des départements. Et la plupart du temps, son rôle, c'est de veiller à l'entretien et à la surveillance de la législation qui s'applique sur les secteurs sauvegardés, les sites protégés et la législation, évidemment, sur les monuments historiques. C'est très important puisque c'est lui qui va notamment donner toutes les autorisations au titre des abords qui font souvent crier et également effectivement sur les sites, les secteurs patrimoniaux remarquables, les secteurs sauvegardés, etc. etc. C'est un peu, tous les dossiers passent par les fourches codines de l'architecte des bâtiments de France. Et puis il y a nous, les architectes du patrimoine, qui ne sommes pas donc titulaires d'une fonction publique territoriale. Voilà, on est simplement comment dirais-je, on a fait un choix à la sortie de l'école de Chaillot, soit de s'installer en libéral indépendant, soit d'être salarié dans une structure, dans une agence d'architecture auprès de certains autres architectes, d'autres confrères. On peut même travailler dans les collectivités territoriales, dans ce qu'on appelle les CAUE, les conseils en architecture, urbanisme et environnement. En fait, il y a énormément de possibilités comment dirais-je, de travail à la sortie de ce diplôme. C'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler dans énormément de champs qui permettent d'intervenir sur le patrimoine, en amont des projets, pendant les projets. Donc, il y a une grande diversité de nos métiers. Et ça, on vous en dira un mot tout à l'heure quand on en parlera un peu plus précisément. Voilà, en gros, pour camper un peu les 3 grands personnages que vous côtoyez, j'allais dire, sur les monuments, les 3 grandes catégories d'architectes qui ne jouent chacun pas le même rôle, vous l'aurez compris. Un mot peut-être Judicaël, puisqu'il est avec nous, il va vous dire juste un petit mot sur comment se répartissent aujourd'hui les architectes en France, les architectes du patrimoine en France. On est à peu près 1350 hein, sur tout le territoire français. Et je vais laisser Judicaël préciser parce qu'on s'est livré il y a très peu de temps on s'est compté.
parce qu'on ne savait pas combien on était tout à fait, et puis on ne savait pas tout à fait non plus où on était. Donc, Judicaël, je te laisse présenter cet aspect-là de notre métier. Oui, nous nous sommes effectivement récemment comptés en 2021. Nous sommes environ 1350 architectes du patrimoine diplômés de l'école de Chaillot depuis déjà pas mal de temps. L'école de Chaillot, vous le savez, est quand même une très ancienne institution. Et nous sommes 522 exactement, architectes du patrimoine installés à titre, donc, en titre libéral à leur compte. Alors, il y a des grosses agences, il y a des moyennes, des petites, des toutes petites structures. Il y a pas mal de confrères, consoeurs, architectes du patrimoine qui sont installés tout seuls, qui travaillent voilà, de façon solitaire. Donc, il y a un peu toutes les typologies d'agences. Donc, il y a 520 architectes du patrimoine installés à leur compte en France. Ce comptage a permis de voir que l'organisation des architectes du patrimoine sur le territoire français est malheureusement pas très régulière et est très fortement pondérée sur la région parisienne et l'Île-de-France. Il y a 40% de ces 520 architectes installés qui sont en Île-de-France et les autres sont pas mal répartis dans les grandes villes, autour des grandes villes régionales, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes, etc. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a donc différents types d'agences, oui, c'est ça. Évidemment, les architectes du patrimoine sont la plupart du temps installés dans les villes. C'est pour aussi des questions de recrutement. C'est qu'il est toujours plus facile de recruter des collaborateurs architectes. Alors, parfois des collaborateurs architectes du patrimoine, parfois des collaborateurs non diplômés de l'école de Chaillot qui sont basés dans des villes. C'est toujours plus facile qu'en race campagne. Voilà pour le comptage que nous avons récemment fait, qui est très instructif. Ça veut dire qu'il y a pratiquement la moitié des diplômés de l'école de Chaillot qui sont installés à leur compte, ce qui est déjà pas mal. Alors, ce que veut dire aussi, qu'on a cherché aussi à comprendre par rapport à ce maillage territorial, c'est justement là où il y a un manque d'architectes du patrimoine sur le territoire. On s'aperçoit effectivement que les grandes villes, les grandes zones urbaines, les littoraux, la Côte d'Azur, la côte atlantique et la Normandie sont plutôt bien pourvus en architectes du patrimoine. Mais il y a au centre de la France ce qu'on appelle cette diagonale du vide, où il n'y a pas d'école d'architecture et où il y a un petit peu, là aussi, comme les médecins, il y a un peu un manque d'architectes du patrimoine dans cette diagonale du vide qui va, je dirais, de Poitiers à Besançon, si j'ose dire, grosso modo, en passant par Bourges, Dijon, etc., où il y a peu d'architectes du patrimoine. Il y en a également assez peu dans la région Grand Est, et puis encore moins dans les Alpes de Haute-Provence, dans la Lozère ou au fin fond de l'Aveyron, où on a effectivement plutôt peu d'architectes du patrimoine qui sont installés dans ces régions, mais qui viennent de l'extérieur de ces régions. Alors, c'est ce que voulait dire aussi Judicaël aussi sans doute tout à l'heure sur la région parisienne. S'il y a aussi tant d'architectes du patrimoine installés en région parisienne, enfin franciliens, ils irradient beaucoup, enfin leur activité va bien au-delà évidemment de cette simple zone géographique. Sur toutes les régions connexes. Ils sont effectivement, beaucoup d'architectes du patrimoine qui interviennent dans le nord de la France sont établis en région Île-de-France, y compris d'ailleurs pour aller sur la Bourgogne, pour aller dans la vallée de la Loire. Voilà. Exactement ça, oui. Les régions Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne et un petit peu centre sont fortement intéressés par les archives du patrimoine. Il y a pratiquement même la moitié des archives du patrimoine parisien, d'ailleurs dont je fais partie, qui travaillent essentiellement en province, entre guillemets, dans ces régions connexes à l'Île-de-France. J'ai une série de questions qui me parviennent, là, Marie-Georges. Est-ce que, sur le principe, on essaie de répondre maintenant? On finit de se présenter? Comment vous voulez qu'on fasse? En fait, comme tu vois, je viens de répondre qu'on va conserver les questions et qu'on va peut-être, n'hésitez pas à les poser et puis peut-être qu'à la fin de vos deux interventions, on pourra répondre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui caractérise, pour dire un mot sur nos activités, je crois que ce qui nous unit tous, puisqu'on s'est fédérés, comme vous l'avez compris, en association, l'Association des architectes du patrimoine, qui tient son conseil d'administration tous les mois et une assemblée générale, évidemment, par année. Je crois que c'est vraiment notre passion et notre attirance pour cette matière ancienne qui véhicule beaucoup d'émotions. Et à l'heure où, je dirais, on vit une époque de perte d'identité avec la mondialisation, je dirais, de nos sociétés, de nos civilisations,
le patrimoine représente un ancrage territorial fort et où chacun se reconnaît et peut, je dirais, retrouver ses racines, si j'ose dire, ou en tout cas, ce sont des lieux de mémoire qui sont forts. Et je crois que nous, ce qui nous anime, c'est vraiment de faire en sorte que ce patrimoine-là, on le reçoit, on essaie de le maintenir et de le restaurer, évidemment, et parfois de manière, je dirais, marquée. Nous sommes d'abord des architectes et donc doués, je l'espère, quand même, d'une capacité créatrice et imaginative pour faire en sorte que ce patrimoine traverse notre époque, la vive, et qu'on la transmette aux générations futures, je dirais, avec le sentiment du devoir accompli d'un édifice qui ne se soit pas trop dégradé et en même temps qui ait répondu à je dirais, à cet enjeu de le faire vivre. Et je crois que c'est ça nos métiers aujourd'hui. Quand on en parle entre nous, c'est vraiment cette passion pour cette matière. C'est-à-dire que quand on met la main sur une vieille pierre du XIIe ou du XIIIe siècle, Julie Kael est fascinée, par exemple, par les châteaux, par tous les sites castraux en France. Je dirais, voilà, ces monuments nous racontent des choses. Et on a aussi choisi ce métier parce que je pense aussi qu'il y a vraisemblablement pour nous beaucoup plus de choses permises, finalement, j'allais dire, dans le patrimoine. Et peut-être qu'on est moins assujetti, j'allais dire, à la réglementation et aux contraintes que l'on a aujourd'hui dans l'architecture contemporaine. Ça, c'est toujours assez terrible je dirais, d'avoir à gérer. Et on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, malheureusement, que le patrimoine échappe de moins en moins à la problématique de l'application des normes et des règles qui régissent nos métiers. Alors, je vois qu'il y a un écran partagé. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà, donc une passion pour ce métier. On essaie à travers notre association non seulement de faire vivre notre corps, de le défendre, mais nous vantons également d'être un peu des, comment dirais-je, pas des lanceurs d'alerte, mais nous exerçons une sorte de devoir de vigilance sur tout ce qui touche au patrimoine et surtout à ses atteintes. C'est-à-dire qu'en tant qu'association, nous n'hésitons pas à relayer en haut lieu, s'il le faut, des choses qui nous paraissent contestables ou en tous les cas voilà, des actions qui pourraient porter atteinte au patrimoine. Donc, à ce titre-là, nous essayons et nous souhaitons orienter effectivement notre association comme étant une association vigilante et qui exerce ce droit de vigilance, ce devoir de vigilance vis-à-vis aussi de notre tutelle. À ce titre-là, nous allons essayer d'être reconnus comme association d'utilité publique en 2022, au même titre que vous, la Fédération, enfin l'Union Rempart, parce que nous pensons que nous avons sur l'échiquier, en tout cas sur le territoire national, un rôle à jouer auprès de vous en la matière, parce que nous avons, je dirais, les mains, si j'ose dire, les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec la matière et avec les entreprises. Je dirais un mot sur le monde des entreprises aujourd'hui parce que c'est important dans nos métiers. Nous sommes un peu en quelque sorte des prescripteurs et des chefs d'orchestre. En tous les cas, c'est le rôle que l'on doit avoir. Mais je dirais, c'est bien d'écrire une très belle partition, de faire de très beaux projets. Mais je rappelle à tous que finalement, la réussite d'un projet de restauration, elle passe par, je dirais, une espèce d'harmonie assez belle entre le maître d'ouvrage, l'architecte et les entreprises. En France, aujourd'hui, on a de quoi être un peu inquiet sur le monde de l'entreprise parce que c'est de plus en plus difficile, le monde de l'entreprise aujourd'hui, d'abord par manque de main-d'œuvre, par perte des savoir-faire, par la perte aussi de l'approvisionnement des matières premières et la raréfaction des matières premières. Je voudrais qu'on soit vigilant sur cet aspect-là. Nos métiers sont menacés un petit peu par cette difficulté aujourd'hui que nous avons, je dirais, de trouver des entreprises. Enfin, on trouve encore de bonnes entreprises, mais elles ont de plus en plus de mal à recruter de la main-d'œuvre, des gens qui veulent faire ce métier, manipuler du caillou, on en trouve de moins en moins. Et voilà, et la rareté des métiers et la rareté des matières premières est un vrai problème. Oui, Julie Kael m'informe et il a raison. Nous allons faire paraître cette année, on l'avait fait paraître il y a quelques années, un annuaire des architectes du patrimoine, un annuaire papier que nous vous diffuserons
qui pourra être diffusé en nombre, qui est une sorte en fait d'un annuaire. Ben, c'est un annuaire qui va vous donner un peu illustré en quelque sorte par des pleines pages, par des, je dirais, plein les fiches d'adresse, de contact. Des fiches d'adresse, de contact, qui va vous donner un petit peu partout où vous pourrez contacter les architectes du patrimoine. Vous aurez les adresses des ABF, etc., etc. Enfin, ça vous permet d'avoir un document papier qui vous permettra de mieux nous situer sur le territoire en France. Voilà, je ne veux pas être trop long. Judicaël, si tu as une petite chose à rajouter, n'hésite pas. Je voudrais après laisser la parole à Benoît pour qu'il nous parle de la formation. Judicaël. Juste une petite chose, c'est pour le rôle de l'association. Oui, nous sommes des lanceurs d'alerte, mais parfois nous sommes même vraiment des acteurs quand nous rencontrons, quand nous voyons qu'il y a un gros problème sur des points vraiment très névralgiques et centraux de notre exercice. Par exemple, il y a 2 ans, donc, la loi Notre-Dame, le projet de loi Notre-Dame suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris était sorti. C'était un projet, et le projet était, l'objectif en fait de ce projet de loi était de se dispenser du Code du patrimoine. Or, restaurer l'un des monuments les plus insignes de toute la France, voire même d'Europe et du monde, sans le Code du patrimoine, qui est un outil, il faut le rappeler, qui est extraordinaire, qui est un super bel outil, c'est du n'importe quoi. Et donc, nous avons fait vraiment un gros travail. C'est plus que le lanceur d'alerte. Vraiment, nous avons travaillé pied à pied avec les sénateurs, avec des députés, pour leur dire qu'il ne faut pas se passer du Code du patrimoine pour restaurer Notre-Dame. Ils ont eu gain de cause, parce qu'effectivement, le Code du patrimoine a été réintégré dans la loi Notre-Dame, qui aujourd'hui sert à restaurer Notre-Dame. Très bien, je pense qu'on a fait, voilà, on a en gros présenté très rapidement un exemple. Les métiers que l'on fait. Alors, peut-être juste dire, en gros, nos métiers, c'est quoi? C'est de la restauration, c'est du simple entretien quand il est un petit peu lourd, c'est de la création, c'est de la reconstruction, c'est de la réhabilitation, c'est de la création rapportée sur de la matière ancienne. Tout ce qui touche finalement à la matière ancienne, on espère en tout cas pouvoir répondre par rapport à nos expériences et nos formations sur tous les projets, quelle que soit leur nature. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on fait autant de la consolidation, de la restauration, de la réhabilitation, de l'écriture contemporaine. Ce n'est pas simplement limité à on remplace 3 cailloux. Voilà. Tu peux peut-être préciser aussi, Christian, que vous êtes des sources d'aide et de conseils pour, en l'occurrence, les associations en rempart qui en auraient besoin. Oui, en règle générale, quand nous travaillons pour différents maîtres d'ouvrage, et notamment le milieu associatif est très très important parmi les maîtres d'ouvrage que l'on peut avoir, naturellement, le maître d'œuvre et l'architecte du patrimoine qui plus est, on est évidemment là aussi pour vous aiguiller, je dirais, sur les personnes ressources à solliciter, les démarches. C'est aussi notre travail. Pas seulement nous, hein, la DRAC doit le faire aussi, d'autres institutions doivent le faire. C'est aussi notre rôle de vous apporter notre concours par rapport à ça, puisque on connaît évidemment forcément un peu aujourd'hui le mode de fonctionnement et de montage de tous les dossiers que vous avez à gérer tous les uns les autres. Un petit complément aussi sur la typologie des missions. Si majoritairement nous faisons de la maîtrise d'œuvre complète, c'est-à-dire de l'étude de conception jusqu'au suivi de chantier à la réception des travaux, il y a beaucoup aussi de confrères consoeurs qui font des études, des études pour comprendre, mieux valoriser le bâtiment sur un plan davantage scientifique. Donc, il n'y a pas aussi que de la maîtrise d'œuvre. Il y a aussi des études urbaines, donc études sur monument, mais études urbaines. Il y a pas mal d'architectes qui travaillent au sein des villes, au plus proche, pour faire des documents d'urbanisme. Il y a différentes typologies d'exercices. Effectivement, il y a aussi les missions de conseil et d'assistants à maîtrise d'ouvrage, de plus en plus en vogue, entre guillemets. Oui, parce que c'est vrai que, comme le dit Judicaël, il y a le bâti, mais il y a aussi les paysages urbains. On a un rôle fondamental à jouer et on a beaucoup de missions et même des agences qui se sont spécialisées pour ces réponses-là et pour répondre à ce type d'appel d'offres, c'est-à-dire les secteurs patrimoniaux remarquables, même le projet Petite Ville de demain qui vient d'être lancé, les secteurs sauvegardés bien entendu. On est souvent en première ligne sur ces choses-là parce que voilà, des agences veulent se spécialiser et ont une fibre particulière pour ces paysages urbains qui sont aussi extrêmement menacés. Là, il faut être aussi très vigilant là-dessus.
malheureusement, les contraintes et réglementations, notamment la réglementation thermique, on pourra en parler un peu si vous voulez, amènent malheureusement parfois à appauvrir ou à dénaturer des paysages urbains de grande qualité. Et il faut aussi que l'on soit très, très vigilant par rapport à ça. Est-ce que vous voulez répondre à cette question posée par Emmanuel qui demande comment se positionnent les AP vis-à-vis de la Fondation du patrimoine et est-ce qu'il y a une complémentarité? La Fondation du patrimoine, nous, elle est souvent, comment dirais-je, parmi les partenaires susceptibles d'apporter des aides et des subventions ou d'accompagner des projets, des porteurs de projets. Nous, de fait, on travaille assez souvent avec eux, puisqu'ils font partie, enfin, en tout cas, personnellement, moi, j'en ai sur sur quelques-uns de mes dossiers. Je dis qu'elle, j'imagine que c'est la même chose pour toi. Pareillement. La Fondation du patrimoine, elle est un partenaire institutionnel qui apporte alors, à la fois le soutien et qui accompagne le maître d'ouvrage, notamment le milieu associatif. Effectivement, on voit beaucoup la Fondation du patrimoine dans le milieu associatif, mais qui accompagne effectivement le maître d'ouvrage sur des montages de dossiers, sur les lancements des souscriptions, sur la manière d'aller chercher des personnes ressources, et puis évidemment sur les subventions que ça peut après apporter. La Fondation du patrimoine, il ne faut pas se le cacher non plus, elle a aussi pour permettre à certains propriétaires privés de défiscaliser. Ça existe aussi. Ça fait partie, je dirais, du jeu, si j'ose dire. Mais donc, c'est un partenaire régulier et avec lequel on a plutôt d'excellents rapports. Là, vous voyez, au salon des maires, on leur a même demandé, là, au pied levé, de nous accorder un petit peu de leur espace pour pouvoir venir présenter nos métiers. Donc, vous voyez, on ne se tire pas dans les pattes. Ok, merci Christian, merci Judicaël. S'il n'y a pas de questions tout de suite. J'avais vu passer une question sur le rôle, je crois, est-ce que tous les ABF et les ACMH font partie de l'association? Je crois qu'il y a une question qui était sortie comme ça. Alors, normalement, effectivement, tous ceux qui sortent de l'école de Chaillot sont, on va dire, de fait, architectes du patrimoine. Pour faire partie de l'association, il faut cotiser, comme toute association. Donc, je vous répondrai simplement que font partie de l'association les ABF et les architectes en chef des monuments historiques qui cotisent. Voilà. Alors, une petite modulation là-dessus, c'est-à-dire que quasiment la totalité, sauf deux, des ACMH sont des architectes du patrimoine, c'est-à-dire diplômés de Chaillot. En revanche, pour les ABF, si autrefois la totalité des ABF étaient également des architectes du patrimoine, aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas. 50%. De plus en plus d'ABF, exactement, c'est quasiment 50%, qui ne sont pas passés malheureusement par la case école de Chaillot. Pour notre part, nous le regrettons. Nous souhaiterions que la totalité ou la quasi-totalité des ABF soient des diplômés de Chaillot, mais malheureusement, c'est un petit peu moins le cas. Donc, attention, voilà, dans leur formation, ils n'ont pas toujours eu la même formation. Ça se voit. Merci, ça nous fait un lien avec Benoît, l'école de Chaillot, si tu veux bien prendre la parole. Il faut que je mette le micro, c'est mieux. Parfait. Écoutez, merci. Je vais peut-être commencer par me présenter comme l'a fait Christian. Donc, moi, je suis aussi architecte du patrimoine, effectivement, mais je suis tombé bébé dans la famille Rempart, puisque j'ai fait des chantiers de bénévoles très jeunes. J'en ai fait pendant des années. J'ai été pendant 10 ans administrateur de l'Union et pendant 6 ans secrétaire général. J'en garde un très bon souvenir. C'était un très beau passage. J'ai été ensuite ABF pendant une quinzaine d'années. J'ai fait différents métiers à la suite et j'ai mené une carrière d'enseignant pendant une quinzaine d'années. En parallèle, j'ai été directeur adjoint de l'école d'archi et puis j'ai passé le concours pour être directeur de l'école de Chaillot. J'ai le plaisir et l'honneur de diriger cette belle école depuis quelques années. Alors, je vous avais préparé un petit PowerPoint magnifique, mais je vais essayer à nouveau. J'ai l'impression que j'ai un petit problème, qu'il ne veut pas me le passer, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être ça, partager. Non, écoutez, il ne veut pas, alors je ne vais pas insister. Par contre, j'aimerais bien que ça disparaisse. Je vais peut-être vous commenter je vous l'enverrai et puis vous pourrez le rediffuser auprès des participants. Mais je vais essayer d'improviser sur ce PowerPoint. Je voulais simplement vous expliquer comment on devient architecte du patrimoine et j'avais mis en préliminaire
un certain nombre de définitions que je vous ai retranscrites dans le chat pour expliquer ce qu'est un architecte du patrimoine, ce qu'est un architecte des bâtiments de France, un architecte en chef des monuments historiques, etc. Mais Christian l'a très bien fait. Ça vient juste en support pour renforcer votre information. Donc, pour être architecte du patrimoine, il faut effectivement faire l'école de Chaillot. Alors, comment ça se passe? Ça s'appelle un diplôme de spécialisation et d'approfondissement, ça s'appelle un DSA, qui s'inscrit dans un parcours universitaire, puisque depuis 2004-2005, l'école a adhéré au protocole de Bologne. Le protocole de Bologne, vous savez, ce sont des équivalences. On appelle ça le système LMD, vous allez me maudire avec mes acronymes, licence, master, doctorat. Et donc, l'école de Chaillot se place dans ce système avec des crédits de formation. On appelait ça les UV autrefois pour les anciens. Et l'école de Chaillot délivre 60 crédits ECTS, donc des crédits que l'on acquiert dans ce système par an. Et il faut en avoir 120, donc 2 années pour obtenir le diplôme. J'arrête là parce que sinon après je vais vous saouler. L'école s'adresse exclusivement à des professionnels qui sont engagés dans la vie active. Ça, j'insiste beaucoup parce que je demande à tous les jurés du concours d'entrée d'être vigilants pour que même un élève qui est aussi brillant soit-il, qui sort de l'école avec l'intention de devenir tout de suite architecte en chef des monuments historiques, je trouve ça très bien, c'est bien d'avoir une vocation, mais se frotter à la réalité, ça permet aussi d'approfondir les choses, de mieux comprendre la réalité dans laquelle on intervient. Donc, nous essayons de demander que tous les professionnels qui viennent à l'école de Chaillot se former soient engagés dans la vie active depuis 3-4 ans. Les cours sont répartis sur 2 ans pour une promotion et ils ont lieu 2 jours, tous les 15 jours, les lundis et mardis. Il y a en plus quelques semaines intensives et quelques mercredis répartis dans l'année. Il y a une promotion par an, une sélection par concours, je viens d'en parler. Le concours, c'est à peu près 150 candidats pour 50 admis. Je fais une cote mal taillée, avec une proportion d'étrangers. Quand je dis d'étrangers, ce n'est pas sectaire, c'est simplement que ce sont des gens qui résident à l'étranger et qui veulent quand même faire Chaillot. Donc, ils passent un concours spécifique, c'est-à-dire on fait une audition et ils nous transmettent un dossier et on les intègre dans la proportion des 60 élèves qui sont admis. Et puis, on a aussi une proportion d'auditeurs qui viennent des concours, des collaborateurs dans les UDAP, des ingénieurs des services culturels, pardon. Les disciplines qui sont enseignées à Chaillot sont réparties en à peu près 5 groupes. Les sciences de la conservation-restauration des édifices anciens, il s'agit de tout ce qui concerne la statique, la structure des bâtis et les méthodes de restauration. Les ensembles urbains et les sites patrimoniaux, alors ça c'est tout ce qui concerne l'environnement du bâti et une approche paysagère sur laquelle nous insistons beaucoup. L'histoire de l'architecture et des arts qui s'y rapportent, je n'ai pas besoin de commenter. Les théories et doctrines et l'atelier sur site, puisque nous avons regroupé les deux en un seul responsable de champ. Les théories et doctrines, alors rassurez-vous, on n'est pas pour se faire doctrinaux à outrance, simplement c'est pour que les élèves aient une bonne connaissance de ce qui les a précédés. Et par exemple, les écrits de Viollet-le-Duc sont absolument indispensables pour comprendre les théories de la restauration du 19e siècle et de tout le 20e siècle, puisque tout le 20e siècle a été irrigué d'après ces théories. Et puis enfin, dernière notion, l'économie et la gestion de projet. Voilà. J'espère que vous m'entendez toujours, parce que je n'ai pas de retour. Oui? Très bien. On t'entend très bien. Merci beaucoup. Bon, on t'écoute avec beaucoup de respect. Ah, c'est gentil, Christian. Donc, à partir de cette grande fresque que je vous ai décrite, la difficulté pour nos étudiants qui viennent effectivement, surtout comme le disait Judicaël, des grandes villes, et ça c'est un véritable problème parce que Christian a parlé d'un axe où on a un peu des difficultés de recrutement. Moi, je parlerais plutôt d'un œuf, s'il permet l'expression.
hein, entre le sud du Poitou, la vallée de la Drôme à l'est, le nord de Montpellier au sud, le nord de Toulouse, et puis jusqu'à quelque chose qui se rapproche de l'océan Atlantique. Là, on a une espèce d'œuf où, effectivement, il y a un vide chaillotin. Et je dois dire que je m'efforce de combler ce vide en rendant accessibles les cours de Chaillot à un maximum d'étudiants, et en particulier en favorisant des cours en distanciel. Alors vous allez peut-être hurler parce qu'on en a ras-le-bol de ces cours en distanciel et de ces visioconférences, mais d'un autre côté, notre webinaire de ce soir en est une bonne illustration. Ça permet à des dizaines de personnes de se rassembler, d'écouter quelque chose, de partager une information et puis évidemment de faire de l'enseignement. C'est une des façons d'atteindre notre objectif et de permettre à des gens qui sont éloignés dans des provinces où il faut parfois une journée de transport pour se rendre à Paris, de pouvoir quand même suivre des cours de grand intérêt et même de préparer des examens et de passer des examens à distance. La prochaine séance que nous organisons d'ailleurs, lundi prochain, lundi, mardi, mercredi prochain, puisqu'il y a un mercredi la semaine prochaine, se fera entièrement à distance et nous aurons un examen et une loge qui se passeront à distance. Voilà, ceci pour lancer un peu un appel auprès des jeunes qui aimeraient faire Chaillot, mais qui sont loin, qui veulent conserver une activité et qui veulent pouvoir suivre les deux. Moi, je les incite à se présenter à Chaillot, à venir voir comment ça se passe pour qu'ils puissent faire cette merveilleuse école. Et ce n'est pas parce que je suis directeur que je dis ça, mais parce que franchement, c'est une école où on a tous l'impression d'avoir refait une autre école d'architecture, celle de l'architecture vernaculaire, l'architecture qui existe depuis des siècles et que malheureusement, on enseigne très peu, voire plus du tout, dans les écoles d'architecture. Alors, ce n'est pas une pierre que je lance dans le jardin des écoles d'archi. Il y a d'autres objectifs très nobles qui sont développés dans les écoles d'archi, mais c'est vrai que la connaissance des matériaux anciens, l'histoire de l'architecture, l'histoire des techniques de construction sont des disciplines qui ont beaucoup de mal à s'imposer dans les écoles d'archi. Ça a été supplanté par le fait d'essayer de générer des gens nouvelles, des vedettes immédiatement, alors que sur la composition architecturale, alors que finalement, connaître notre passé pour savoir où on va dans l'avenir, ça permettrait peut-être un peu plus de modestie et certainement des gens qui, au quotidien, dans la restauration des édifices et la prise en compte de bâtis anciens, seraient un petit peu plus pertinents. Voilà, c'était une petite minute de révolte. Alors, je peux difficilement vous montrer des images de ce qui se passe à Chaillot, je passe. Je pense que si c'est plus intéressant, ce serait peut-être de répondre à vos préoccupations, à vos questions. Il y a un point qui n'a pas été abordé par Christian, que je peux peut-être aborder, c'est la question du contrôle scientifique et technique, parce que c'est peut-être quelque chose qui, pour vous, les associations qui avaient un projet à la fois de restauration, mais aussi de réutilisation, est un point délicat parce que vous présentez votre projet, parfois accompagné d'un architecte du patrimoine ou d'un architecte tout court, et parfois vous y allez franchement tout seul, et vous allez voir le DRAC, enfin la CRMH, le Conservateur régional des monuments historiques, et vous vous heurtez un peu à un mur parce que vous avez des gens qui vous demandent des études, des contre-études, des sur-études, enfin, il faudrait y passer sa vie. Je crois qu'il faut être très clair, le contrôle scientifique et technique, c'est le fait de rassembler tous les acteurs au sein d'une DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, autour d'un dossier, et d'essayer de voir là où est l'essentiel des objectifs à atteindre. Par exemple, si l'édifice s'écroule, la priorité des priorités, c'est de faire intervenir l'ABF et de faire un confortement d'urgence. Alors, je dis l'ABF, évidemment, quand il n'y a pas d'architecte du patrimoine nommé. Quand il y a un architecte du patrimoine, la question ne se pose plus. Il faut lui dire, écoutez, la première des choses, vous faites un étaiement et vous mettez l'édifice en observation. D'ailleurs, la plupart du temps, quand il y a un architecte du patrimoine, c'est ce qu'il a déjà fait. Mais il faut être conscient que ce conseil scientifique et technique, il est fait pour aider. Et malheureusement, souvent, il est perçu comme un enquiquineur ou comme quelque chose de très compliqué qui est difficile à manier. Je crois qu'il faut un peu démystifier ça et il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus accessible.
il ne faut pas hésiter à aller voir une conservation régionale des monuments historiques. Et le mieux, évidemment, c'est de prendre la tâche d'un architecte du patrimoine qui, lui, va mener cette démarche parce qu'il connaît bien les interlocuteurs. Mais il ne faut pas avoir peur des interlocuteurs officiels. Et je crois que la démarche la pire, c'est d'avancer masqué et de ne pas faire les bonnes démarches qu'il faudrait, hein, sous prétexte qu'on a envie de… Oui, mais on ne va pas s'enquiquiner avec tout ça, ou on a peur de la réaction que peut avoir un professionnel en face de soi. Et évidemment, la place de l'architecte du patrimoine dans ce décor est fondamentale parce que lui, il peut faire l'interface, il connaît bien les interlocuteurs officiels, il sait comment s'adresser à eux et il peut écouter, qui est son premier rôle. Hein. Vous savez que quand on prête serment pour être architecte, ça se fait encore, la première des choses, c'est qu'on prête serment pour apporter un conseil. Et pour un architecte du patrimoine, c'est la même chose. D'ailleurs, quand on remet les diplômes aux jeunes, je leur dis, enfin aux jeunes et moins jeunes, je leur dis qu'ils ont la même obligation. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on me posait la question, et je répondais, quand vous avez besoin d'un conseil, adressez-vous à un architecte du patrimoine, à quelqu'un de compétent. Parce que comme ça, vous aurez tout de suite la réponse qui va droit au but. Il n'y a rien de pire que de demander le conseil de quelqu'un qui a vu l'ours, puis finalement, ça aboutit à quelque chose qui est à côté de la plaque. Non, je crois qu'il faut être très clair. L'architecte du patrimoine, c'est un sachant, c'est quelqu'un qui a fait des études pour se spécialiser dans cette discipline, c'est quelqu'un qui en a l'habitude, qui est rompu à cet exercice et il peut tout de suite vous guider. Voilà, je ne veux pas être trop long, je répondrai peut-être à des questions sur la formation à l'école de Chaillot. Je crois que le plus intéressant, c'est de pouvoir dialoguer avec les personnes qui nous écoutent. Merci Benoît. Il y a eu deux questions auxquelles vous n'avez pas répondu, Christian et Judicaël, pendant l'intervention de Benoît. L'une était, y aurait-il des architectes passés par l'école de Chaillot mais ne cotisant pas qui useraient tout de même du titre d'architecte du patrimoine, les vilains? Et ensuite, est-ce que tu peux préciser, ça intéresse Patrick, ce qu'est une loge dans le cas de… Ah pardon. Oui, bien sûr. On dit monter en loge, c'est un terme qu'on a emprunté à l'école des Beaux-Arts, où autrefois la formation classique était de mettre les élèves face à un programme et à un édifice ou à un terrain pendant 10 heures ou 12 heures d'affilée, et on leur donne le programme à 8 heures le matin, à 20 heures le soir, ils doivent sortir une esquisse. C'est un peu le même principe. À Chaillot, nous avons développé ça. Alors, ce n'est pas par souci d'être un vieux con, ni de remonter à nos racines qui datent de 1887, hein, puisque l'école a été fondée par Anatole de Baudot, un disciple de Viollet-le-Duc à cette époque. Pas du tout. C'est simplement parce que ça permet de mettre un architecte dans la situation de prendre un parti. Un architecte, ce qu'on lui demande, c'est de décider. C'est de faire la synthèse de toutes les analyses qu'il peut faire, d'écouter ce qu'on lui dit, puis à un moment, on lui dit, alors qu'est-ce que vous proposez? Et il faut qu'il prenne position. Eh bien, dans la conservation, la restauration et la réutilisation d'un édifice, c'est la même chose. Voilà ce que je propose. Et à partir de ce qu'il pose sur la table, on discute. Mais je fais la même chose, d'ailleurs, Christian le sait bien, avec le programme de modernisation du DSA. Moi, je considère qu'il faut partir d'une esquisse. On fait un travail, on le pose sur la table, et puis là, on peut discuter de quelque chose. S'il n'y a rien sur la table, on parle. Hein, on continue de parler. Une loge, ça permet de faire ça. Merci Benoît. La deuxième question que tu posais, Marie-Georges, comment dire, on part du principe qu'un étudiant, enfin un architecte qui sort de l'école de Chaillot est architecte du patrimoine. Quand on nous fait remonter effectivement au sein de certaines régions l'usage de la marque architecte du patrimoine, alors que l'architecte n'est pas listé sur les listes, je dirais, les listes de l'école de Chaillot, on fait simplement remarquer à notre confrère qu'il n'a pas effectivement le droit d'utiliser la marque. Et la plupart du temps, on lui écrit, quand on nous fait remonter évidemment les informations en région, on lui écrit pour effectivement lui dire de ne pas user de cette marque. Puisque d'une certaine manière aussi, ça reconnaît quand même aussi un niveau, une compétence en tous les cas. Hein, et en usant de cette marque, c'est aussi une manière de dire nous savons de quoi on parle, nous savons de quoi nous parlons quand on parle de bâtis anciens, de monuments et de patrimoine. Voilà. Donc c'est important pour nous de préserver cette idée que tous les architectes ne peuvent pas se prévaloir de cette marque, bien évidemment.
Il y a des cas d'usurpation, en effet. Heureusement, ils sont rares, mais il y en a de temps en temps. On en trouve Il faut être vigilant, voilà. une petite dizaine par an. Comment peuvent se définir alors les élèves de l'école de la Villette? Pardon, les étudiants de l'école de la Villette? Ouais. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de DSA à Paris-la-Villette. Mhm. Il y en a à Paris-Belleville. Ok. Alors, peut-être que tu faisais allusion peut-être au DSA de Paris-Belleville. C'est quelque chose on est en cours de, comment dirais-je, de réflexion justement avec les architectes titulaires du DSA de Belleville pour qu'ils puissent coexister avec nous, je dirais, et accéder évidemment aux mêmes appels d'offres et ne pas être dévalorisés forcément. On est en cours de réflexion avec eux justement pour voir comment faire en sorte qu'ils coexistent sans pour autant qu'ils portent le titre d'architecte du patrimoine. C'est en cours, on est en bonne relation avec eux et on espère qu'on va trouver effectivement une solution puisque dans l'absolu, on peut répondre, eux comme nous, aux mêmes appels d'offres sur les monuments. Je vais compléter peut-être le propos de Christian, si vous permettez. Je peux. Je pense que chaque DSA, diplôme de spécialisation et d'approfondissement, celui de Chaillot ou celui de Belleville, ont chacun leur vocation. Il y en a d'autres, pardon, j'ai oublié de dire, il y en a un à Grenoble, par exemple, et je crois qu'il y en a un à Montpellier. Mais ils ont chacun une vocation, si vous voulez. Et ce qui fait la spécificité de celui de Chaillot, c'est qu'il a une vocation de spécialisation dans un esprit de généraliste. Alors, ça fait peut-être sourire, mais c'est parce qu'il embrasse toutes les époques, tous les territoires, et qu'il a vocation à former des gens à des méthodes de travail. Alors que le diplôme de Belleville serait plus spécialisé sur la région parisienne et le phénomène haussmannien. Alors, je dis ça, si un prof de l'école de Belleville était parmi nous, il dirait « Ah non, pas du tout ». Oui, il n'empêche que la vocation première du DSA de Belleville était celle-là. Et là, il n'y a pas de concurrence, il y a une complémentarité. Moi, je préfère qu'il y ait complémentarité, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, ce sont des querelles de chapelle, ça n'enlève rien à la qualité de la formation à droite à gauche. On prêche malgré tout pour la même paroisse, en tout cas pour le respect de ce qui nous a précédés. Et voilà, donc même si effectivement on défend chacun la marque que l'on porte. En complément de ce que vient de dire Benoît, je trouve aussi que l'enseignement qui est délivré à l'école de Chaillot, donc le DSA de Chaillot, est plus typé maîtrise d'œuvre et plus typé technique, intervention sur vraiment comment on fait, de façon très pratique, que le DSA de Belleville. C'est un peu moins pratique et moins typé maîtrise d'œuvre, intervention sur un monument. Et ça vient du fait qu'il s'adresse à des architectes qui ne sont pas forcément en activité, mais à des étudiants qui prolongent effectivement leur diplôme, leur école d'architecture. Oui, parce que le diplôme de Belleville est adossé à l'école et à un laboratoire de recherche. Donc, c'est plus pour former des doctorants sur de la recherche. Exactement. Voilà, il faut être conscient de ça. Ok, merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions précisément en direction de Benoît, Judicaël ou Christian? Des questions avec les mains dans le cambouis. Alors, pas tout de suite. Donc, on va peut-être écouter les exemples donnés par Corinne qui va nous éclairer sur justement comment ça se passe quand on est rempart et qu'on use et qu'on abuse d'un architecte du patrimoine comme Christian Laprade. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je me présente, je suis Corinne Molinard, je suis la directrice de la fédération Rempart Bourgogne-Franche-Comté, fédération qui regroupe une trentaine d'associations et nous depuis une vingtaine d'années, alertés par la conservation régionale des monuments historiques, qui nous a interpellés fortement sur le fait que, on mettait en place nos chantiers de bénévoles sur des sites classés ou inscrits, en se disant « Oh, mais peut-être qu'il serait bien que vous respectiez et que vous rentriez dans les clous de la législation ». Donc, depuis une vingtaine d'années, toutes nos associations qui interviennent soit sur des sites classés, soit sur des sites inscrits, mais également aujourd'hui sur des sites non protégés, mais parce que relevant du bâti ancien, la fédération incite fortement ces associations à travailler avec des architectes du patrimoine. Et la fédération aujourd'hui répond à ce qu'on appelle nous des commandes publiques et notamment intervient sur des cathédrales d'État et comme précisait Benoît tout à l'heure, maîtrise d'œuvre, architecte en chef.
Donc moi, je me suis amusée à faire un petit calcul. Depuis une vingtaine d'années, on a rencontré une petite dizaine d'architectes en chef et une quinzaine d'architectes du patrimoine. Alors la particularité de cette région est que la fédération co-organise avec ses associations les chantiers de bénévoles qui ont lieu chaque année. Et parce que nous co-organisons avec nos associations ces chantiers, nous sommes en fait l'interlocuteur unique et privilégié en lien avec le pôle patrimoine de la Direction régionale des affaires culturelles, donc qui regroupe les 8, enfin on a 8 départements sur notre région, donc les 8 UDAP dirigé par l'architecte des bâtiments de France, le service régional de l'archéologie, la conservation régionale des monuments historiques. Donc avec nous, on a une conservatrice régionale, on a des conservateurs monuments historiques, des ingénieurs, etc. Et en fait, on se rend compte que le rôle de l'architecte du patrimoine chez nous, il est précieux dans le sens où toute cette phase d'étude, de diagnostic mis en place par nos architectes du patrimoine, elle permet d'entamer le dialogue avec ces services du pôle patrimoine. Elle permet après de phaser nos fameux travaux de tranche par tranche de restauration, puisque un chantier de bénévoles, contrairement à des chantiers entreprises, sont souvent sur une courte durée estivale, et permet surtout d'avoir ce dialogue privilégié avec les services de la DRAC et permet d'obtenir plus facilement donc la demande d'autorisation de travaux sur un classé, le permis de construire sur un inscrit ou un non protégé. Et quelque part, j'ai envie de dire que nous, on dort mieux la nuit, on est beaucoup plus serein parce qu'on a une vraie relation de confiance avec eh bien, notre financeur principal qui est la DRAC, nos architectes du patrimoine et de fait, j'ai envie de dire, nos associations, comment dire ça, elles ont sans doute l'esprit plus libre pour mettre en place leurs actions d'animation, de valorisation, d'éducation artistique et culturelle, etc. J'irai pas plus loin. En fait, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est faire témoigner une association qui est adhérente de Rempart depuis 3 ans. Et donc, j'ai demandé au président de cette association, Christophe Loriot, et à l'architecte du patrimoine, Grégoire Ferrand, d'amener leur témoignage. Voilà. Je pense que si on est pratico-pratique, peut-être que ça pourrait susciter des questions auprès de nos assos. Donc, je me tais et je passe la parole à Christophe et à Grégoire. Bonsoir, oui, donc moi c'est Christophe Loriot, donc moi je suis président de l'association La Tour de Thon. Nous gérons un site médiéval dans le Jura. Donc effectivement, moi ma démarche a été la suivante. Quand on a commencé à démarrer l'association il y a quelques années, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la DRAC et puis suite à ça, on a tout de suite pris l'option de chercher à créer quelque chose avec des intervenants extérieurs. Pourquoi? Parce que moi, en tant que président d'association, j'ai aucune connaissance et aucune compétence dans le patrimoine, dans le bâtiment en général. Donc, comme disait Corinne, pour dormir un petit peu mieux, on a tout de suite mis en place ce qu'on appelle un COPIL, un comité de pilotage, dans lequel j'ai intégré l'architecte du patrimoine, la personne de la DRAC qui est chargée du dossier chez nous, donc l'ingénieur technique qui intervient chez nous. On a mis aussi dans la boucle tout de suite un archéo, puisqu'on a des phénomènes archéologiques. Et puis, en parallèle, depuis 2 ans, on a aussi la chance d'avoir une personne qui s'occupe de toutes les recherches historiques et qui est étudiante en master. Donc, ça nous a permis de créer un comité de pilotage. Et puis, bien sûr, on a intégré Rempart dans ce comité. L'avantage qu'il y a à ça, c'est qu'effectivement, on travaille en équipe, ce qui est déjà quelque chose de très intéressant parce que nous, on a des objectifs, on a un point de vue, disons, associatif, où on dit, voilà, on a un peu une ligne de conduite et toutes les personnes qui sont dans le COPIL nous permettent maintenant de prendre les décisions correctement. Et au-delà de ça, le COPIL, ce n'est pas juste une réunion, on va dire, sur le chantier tous les ans, et on fait nos travaux, on est content. Non, ça va au-delà. Il y a très vite des liens amicaux qui se greffent entre les personnes. Et ça, c'est très, très important parce qu'après, on va parler ouvertement. Et là, ça, c'est quelque chose de vraiment plus intéressant parce que le fait de parler ouvertement des choses, eh bien, on est beaucoup plus productif.
et on fait ces retours et on prend ces conseils et on fait ces réunions quelques fois dans l'année. On se retrouve sur le site tous ensemble une fois ou deux dans l'année et ça nous permet de planifier vraiment les travaux pour les années à venir. Actuellement, on est sur des planifications à 4 ou 5 ans. Voilà, on a l'objectif, on a on a notre feuille de route et après, on fera au fur et à mesure de ce qu'on pourra faire. Mais en attendant, l'avantage, c'est qu'on bénéficie des conseils des professionnels. Et là-dessus, moi, j'aime bien travailler avec Grégoire, par exemple, qui est un architecte à nous, parce que c'est fusionnel, quoi. Dès l'instant qu'on commence à travailler avec un architecte et qu'on s'entend bien, on est super bien, quoi, hein. Et c'est vraiment détendu pour l'association. Effectivement, comme dit Corinne, on dort beaucoup mieux. Voilà. Je ne sais pas si Grégoire, tu es de côté, parce que je te vois Si, pas. je suis là, j'écoute. Voilà. Je te remercie d'ailleurs pour cette petite déclaration amoureuse. Mais, Ouais, tu le sais. non, mais effectivement, je rejoins ce qui est dit par Christophe et par Corinne aussi, c'est que en fait, ça professionnalise aussi beaucoup la relation, à savoir que en fait, d'avoir les différents acteurs autour de la table très tôt, ça permet déjà de prendre les attendus de chacun, à savoir déjà l'association elle-même vis-à-vis du monument, derrière les complexités qu'il peut y avoir vis-à-vis de la protection, ou alors de l'archéologie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Corinne, il y a comment dire, une logique organisationnelle qui est très efficace. Et donc, ça permet, vu qu'elle connaît bien depuis longtemps les différents acteurs de la DRAC et puis les leviers à actionner aussi pour qu'on mette toutes les bonnes personnes en présence. Voilà, ça fluidifie notre travail, nous, d'architectes du patrimoine, et ça fait poser les bonnes questions très en amont. Pour l'association, ça permet de savoir assez rapidement, sur la base d'études dont vous parliez tout à l'heure, des études préalables, enfin enseignement préalable, mais aujourd'hui des diagnostics, ça vous permet d'avoir un budget, un projet qui est fait par des gens qui connaissent un petit peu aussi les attendus via le Code du patrimoine ou les attendus des DRAC en fonction des régions, et ça permet d'aller très vite à la demande d'autorisation de travaux, et puis d'éviter en fait des refus. Ça permet de voir clair aussi pour les associations d'un point de vue organisation. On planifie tel budget sur telle année, tel chantier participatif sur telle année. Et puis ça donne confiance aussi aux gens qui viennent, c'est-à-dire typiquement un maçon, des intervenants qui vont faire les chantiers avec nous, les chantiers participatifs. En gros, ils voient qu'il y a un cadre, que c'est avec des éléments tangibles, que c'est avec des assurances, etc. Tout en restant simple, hein. Comme disait Christophe, on a une notion assez professionnel, mais détendu. On garde ce côté plaisir dans le travail. Voilà. Et moi aussi, je tiens à souligner la qualité de la relation, que ce soit avec Christophe, que ce soit avec Corinne, que ce soit avec les gens du chantier sur lequel on travaille tous ensemble, que ce soit les gens de la DRAC aussi, qui viennent. Voilà. Ça fluidifie l'ensemble. Merci Grégoire. Christophe, en fait, ça m'évoque une question que doivent se poser nos associations, mais en fait, je pense que Grégoire y a en partie répondu, c'est que ça coûte, ces gens-là, ils coûtent, ces architectes du patrimoine. Donc, en fait, il faut savoir… Je peux répondre en tant qu'association. Bien sûr, ça coûte, mais l'encadrement technique des chantiers, ça coûte aussi. L'intervention d'une entreprise, ça coûte. Si le travail est préparé suffisamment en amont, si les partenaires financiers ont les budgets, ça se finance. Enfin, je veux dire, nous, les coûts des architectes des patrimoines, il est financé par les services d'État, par les collectivités territoriales, la région, les départements, communautés de communes, etc. Et même, voire même des financements européens. Enfin, je veux dire, à partir du moment où l'association elle anticipe son action de restauration et qu'elle prend le temps de monter ses dossiers de demande de financement, de rencontrer ses partenaires, ça se finance. Bien sûr. Mais c'était pour en arriver là, en fait, pour dire ça, effectivement. Mais non, mais tu fais bien de le préciser. Et en fait, tu donnes beaucoup plus de réponses que
que ce que je pensais, puisque je sais que sur les lignes d'entretien de la DRAC, en tout cas pour les monuments historiques, quand on fait des demandes de subvention, les honoraires, quels qu'ils soient, sont pris en charge. Oui, Donc, et puis tout ce qui est diagnostic, c'est une enveloppe à part qui est financée par la DRAC. Et selon la protection, selon l'intérêt du site patrimonial, on peut monter à 80% de financement sur un diagnostic. Oui, je voulais juste apporter un complément sur la petite provocation de Marie-Georges sur le coût des architectes. Alors, effectivement, l'architecte qui intervient dans un domaine patrimonial où il y a effectivement subvention d'État dans le cadre d'un monument historique, et effectivement, les honoraires de l'architecte sont subventionnés. Alors, non seulement ils sont subventionnés en phase étude diagnostique, c'est-à-dire qu'on dirait la première partie du travail de l'architecte, parfois jusqu'à 50, voire 60%. Ils le sont également, effectivement, dans la phase préopérationnelle et opérationnelle, c'est-à-dire toutes les études et le montage des dossiers, ainsi que, évidemment, la phase de suivi de chantier et de réception des travaux. Les honoraires de l'architecte sont entièrement subventionnés par l'État au même titre que les travaux, donc ça veut dire au même taux. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, le coût de l'architecte est toujours à relativiser pour les associations, en tout cas qui bénéficient d'aides d'État et de subventions d'État. Après, nous, on essaie, en tout cas entre architectes du patrimoine, bien sûr, c'est toujours difficile d'harmoniser ou d'établir une règle quant à la pratique des honoraires. Nous, on essaie surtout de ne pas créer de disparités trop fortes hein, dans la pratique des honoraires, ni dans un sens, enfin, et qu'il n'y ait pas d'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Des excès dans des honoraires beaucoup trop faibles, qui ne permettraient pas d'exercer son métier correctement, ou d'apporter en tout cas le soutien qu'un maître d'ouvrage sera en droit d'attendre, et ni trop fort non plus. En tout cas, si les architectes du patrimoine avaient choisi ce métier pour gagner de l'argent, ils se sont trompés. Donc, ce n'est pas avec cette spécialisation que l'on amasse la fortune des Rothschild. Donc, je dirais que s'il y a quelque chose aussi qui caractérise nos métiers, c'est qu'on n'a pas forcément, même s'il faut faire vivre nos agences, on n'a pas un esprit marchand comme on peut l'avoir dans d'autres structures. Je préciserai quand même qu'il y a un côté sécurité à tout ça. Le côté sécurité il est très important. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on s'entoure d'un architecte, d'un archéologue et de personnes compétentes comme ça fait une carte de visite quand on fait des demandes de subvention, que ce soit au niveau local aussi. Parce que là, vous parlez de DRAC, tout ça c'est effectivement, c'est établi dans les budgets. Ça, c'est une chose. Mais à côté de ça, on a des fonds complémentaires à les récupérer. Et quand on présente un dossier à la commune, à la Comcom, dans les communautés de communes ou au département, on a une carte de visite quand on arrive avec des dossiers, avec des financements, avec des honoraires de personnes qui sont professionnelles et qui sont compétentes. Ça aide. Ça aide à passer les dossiers. C'est paradoxal, mais ça aide. Donc, effectivement, c'est plus cher, il y a un coût, mais on le maîtrise. On le maîtrise beaucoup mieux et surtout, c'est sécurisé. Et ça, c'est important. Après, on connaît le budget au démarrage. Hein. C'est clair qu'une association, c'est début janvier, à quelle sauce elle va être mangée, quoi. Mais en attendant, ça va plus vite aussi. Il faut aussi se dire que les dossiers passent. Et dans mon cas, par exemple, on a fait des travaux qu'on n'aurait jamais fait si l'association était partie toute seule directement là dans le feu. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est important. Oui, merci Christophe. Et je sais combien tu tiens à tenir les cordons de la bourse de façon rigoureuse, très très rigoureuse. Donc merci pour ce témoignage. Corinne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose dans tes exemples parlants? On pourrait évoquer bien d'autres sites. Évidemment, je vois Patrick, donc je pense à Rochefort. Voilà, oui, je peux passer facilement la parole à monsieur Christian Laporte. Mon cerveau va bugger, excusez-moi. Alors, Christian, moi, je le connais depuis quelques décennies. On va être simple, modeste. Nous, on a eu la chance de le faire venir sur une de nos associations, l'Abbaye Saint-Vivant en Côte d'Or. Et puis, quand une autre association dans le Mont-Bardois, le Château de Rochefort, à Nire-en-Montagne, finalement s'est dit il serait peut-être intéressant de prendre un architecte du patrimoine, eh bien on a demandé à Christian de prendre le relais. Alors c'est vrai que le Château de Rochefort est un site hors norme, avec des travaux hors normes qu'aucune association en France ne peut supporter, mais on a la fierté d'y être arrivé et c'est une c'est une très belle expérience. Voilà, Christian, tu peux en dire deux mots.
Oui, moi, c'est vrai que je dois à Corinne, en tout cas, d'avoir effectivement deux de mes plus beaux projets en Bourgogne, hein, l'abbaye de Saint-Vivant, donc, qui est à côté de Nuits-Saint-Georges, dans les Hautes-Côtes de Nuits. C'est un projet où je suis le maître d'œuvre depuis 20 ans avec une association qui préside à la restauration de ce site. Et puis, quand Corinne m'a demandé si j'étais intéressé pour aller voir le château de Rochefort, évidemment, j'ai saisi l'occasion et c'est vrai que le site est tout à fait enchanteur. Euh, L'expérience de Rochefort est une très très belle expérience, à la fois associative, de relation avec, d'une part évidemment les membres de l'association. Je vois ici le président et alors je ne sais plus si c'est Bernard Debasse, est trésorier ou secrétaire général, mais peu importe, en tous les cas, ils sont là. Voilà, ils m'ont fait confiance. C'était pas forcément simple de voir arriver un trublion d'architectes dans leur vie associative. Les Clés de Rochefort, c'est un peu le cercle des poètes disparus à Rochefort, c'était très sympathique. Mais voilà, l'architecte, c'était un peu l'empêcheur de tourner en rond, si vous voulez. Donc, au départ, il y avait une relation. je vois Patrick qui dit non, non, c'était pas ça du tout. Mais en fait, ça s'est plutôt très bien passé. C'est-à-dire qu'on a très vite, effectivement, eu des échanges pour voilà, montrer ce que moi, je pouvais leur apporter. Et puis, évidemment, on a eu des rencontres assez extraordinaires avec le chantier d'insertion qui a pu être aussi également monté sur ce site, en collaboration et en même temps que des entreprises dites labellisées monuments historiques, où on a pu faire un travail assez complémentaire, pas toujours facile parfois, hein, mais en tout état de cause, ça a été une expérience humaine, une très belle expérience humaine. Moi, j'en retiens surtout ça. Et surtout, voilà, un engagement d'entreprise et un dévouement d'entreprise, notamment d'une, hein, pour ne pas la citer, les charpentiers et couvreurs de Bourgogne, qui ont fait un travail absolument avec je dirais, un état d'esprit et un professionnalisme qui sont tout à fait louables et remarquables. Donc moi, je garde un très bon souvenir évidemment de cette expérience, et puis j'espère que ça va se prolonger évidemment avec la suite, hein, de ces travaux. Mais voilà, ça fait partie de chantiers comme ça. Pour nous, ce sont des chantiers en tant qu'architecte du patrimoine qui sont riches d'enseignements à tout point de vue. Voilà, à tout point de vue. Et donc, je ne peux que réitérer mon souhait de pouvoir revivre ce genre d'expérience sur d'autres sites, en Bourgogne ou ailleurs, mais en tout état de cause, j'en ai aussi en Auvergne, hein, avec des associations. Je travaille beaucoup avec les associations et donc c'est quelque chose que je pratique. Et justement, Christian, quelle différence est-ce que tu fais, quel distinguo tu fais entre une association, maître d'ouvrage, ou un propriétaire privé ou une collectivité? L'association, elle fédère des énergies autour de ses membres avec des manifestations, et je dirais l'association se sent vraiment investie d'un rôle voilà, on s'est emparé d'un monument et on va le faire vivre et le transmettre. Donc avec l'association, je dirais que il y a moins ce sentiment de dire on est chez nous. Bien sûr, l'association, elle prend l'édifice voilà, en main, et un peu comme un grand bébé, mais j'allais dire, il n'y a pas cette idée de l'architecte vient travailler chez nous. Le propriétaire privé, qui est unique, hein, il y a toujours ce sentiment que vous venez travailler chez moi, et ce n'est pas tout à fait la même chose en termes je dirais, dans la vision des choses, je dirais que ce n'est pas tout à fait la même chose. Après, il y a des propriétaires privés, évidemment, très, très inspirés, et avec lesquels on a des relations extraordinaires, mais je dirais que le milieu associatif est peut-être générateur de plus en tout cas, d'émulation et d'échanges, en tous les cas, au niveau humain. Et alors, voilà, la difficulté, pour être tout à fait franc avec vous, la difficulté avec les milieux associatifs, que ce soit en Bourgogne, en Auvergne, un peu partout où je les fréquente, c'est le fait qu'ils ont souvent des difficultés à boucler leur plan de financement. Et ça, c'est pas, voilà, c'est parce que il faut aller chercher des mécènes, il faut aller chercher des cotisations, il faut aller chercher des partenaires, et que la difficulté pour les associations qui sont parfois novices en la matière, c'est justement de pouvoir réunir ces fonds pour ces opérations, hein, de restauration. On les y aide, Rempart également, plein de gens les aident, mais voilà, la difficulté, elle est plutôt là, c'est-à-dire d'arriver à optimiser au maximum les interventions que l'on va faire sur les monuments et les édifices,
sachant qu'ils n'ont pas une trésorerie, on va dire, à rallonge. Judicaël, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je vois que tu as coupé ton micro, tu as remis ton micro. Oui, oui, tout à fait. Non, mais parce que je travaille aussi avec plusieurs associations, notamment à Coucy. Et en fait, il y a un avantage et un inconvénient. Le grand avantage, c'est qu'on travaille avec le milieu du bénévolat. Et le milieu du bénévolat, en fait, on a en face de nous des gens souvent d'une grande motivation, très agréable, et de ne pas parler trop d'argent. C'est vrai que dans notre métier, on passe quand même beaucoup de temps, moi, pour ma part, je dirais trop, de temps à parler d'argent et de négociations, notamment avec les entreprises. Et là, dans un contexte associatif, il n'y a plus ça, et c'est extrêmement agréable, et ça détend vraiment beaucoup l'atmosphère, et on se concentre beaucoup plus sur l'objectif technique, de comment faire, et ça, c'est vraiment très agréable. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'on est aussi souvent dans des contextes où, dans le milieu associatif, où les moyens sont beaucoup plus limités. C'est ça. Donc, voilà, on est avec des moyens limités, parfois on est contraint, techniquement parlant également. Et moi, si je peux ajouter quelque chose, du point de vue associatif, ce qui est très valorisant pour nous, associations, c'est lorsque l'été, nos architectes du patrimoine rencontrent nos bénévoles internationaux, transmettent leur passion, transmettent leur métier. Ils ne se rendent pas compte, nos architectes, mais quelque part, ils valorisent le travail de nos bénévoles qui s'engagent, encore une fois, à participer à ces chantiers. Et ils passent le temps qu'ils peuvent nous accorder, souvent une matinée, un repas avec eux, ils partagent un temps fort, en fait. Et quand ils s'en vont, souvent les bénévoles nous disent « Oh, mais alors en fait, lui, c'était le monsieur qui a fait les plans, qui a décidé les travaux, c'est lui qui suit les travaux, mais il est venu à notre rencontre, nous… j'allais dire simple mortel, en fait, simple bénévole qui donne de mon temps, qui n'a aucune compétence, qui a juste envie de participer à une vie collective, vivre ensemble, etc. Et vous ne vous rendez pas compte, messieurs les architectes, mais votre présence, elle est vraiment importante pour nous, associations. Voilà, c'était mon côté. Agréable à entendre, Corinne, merci. Merci. Merci à vous pour votre réponse sympathique également. On va passer la parole maintenant au non moins sympathique Yann Le Breton. À toi, Yann. Bonsoir, je vais me présenter en 2 mots du coup. Donc Yann Le Breton, fraîchement diplômé et donc fraîchement architecte du patrimoine. Je travaille actuellement, donc je suis salarié au sein de l'agence Archipat sur Lyon. Et pour dire 2 mots sur mon parcours, donc j'ai été diplômé architecte à Bruxelles en 2012. Et très rapidement, je me suis dirigé vers le milieu associatif puisque je trouvais que ma formation était trop théorique et que je voulais un contact de terrain. J'ai commencé par un service civique au château de Calmondolt en Aveyron. Je pensais rester 6 mois, j'ai travaillé finalement 2 ans pour cette association. Une expérience très enrichissante, très diverse, très belle. Beaucoup de très belle expérience humaine, déjà tout, et puis bien sûr technique, puisque j'y ai appris à faire de la taille de pierre et de la maçonnerie, pour ensuite, du coup, co-gérer le chantier et encadrer les chantiers de bénévoles. Derrière ces 2 années, je suis retourné donc plus en agence d'architecture. J'ai travaillé quelque temps pour l'agence RLA avec Didier Réplin sur Lyon, avant de retourner à mon attrait pour le chantier et la matière, et donc retourner en tant que conducteur de travaux directement pour Eiffage, en entreprise générale, pour suivre le chantier de l'Hôtel-Dieu, donc grosse réhabilitation. Et à la suite de quoi, je me suis dit, le chantier, ça me plaît, mais l'architecture, c'est ma matrice, c'est ce que je veux faire, donc l'architecture du patrimoine, évidemment, et donc je me suis orienté vers Chaillot. Donc voilà, vous connaissez un peu maintenant mon parcours. Et ce soir, pour faire le lien entre Rempart et architecte du patrimoine, je viens vous apporter 2 témoignages. Un premier, toujours sur cette expérience au château de Calmont, donc, pour laquelle je suis toujours actif en bénévole et je suis impliqué dans la gestion de l'association. Et donc, j'apporte les compétences que j'ai, notamment celles d'architecte. Il s'avère justement, et comme l'a un peu présenté Corinne tout à l'heure, que nous étions à Calmont dans un schéma border et, pour ne pas dire illégal, mais pas totalement conforme à la législation.
où on enchaînait en fait les phases de travaux avec les bénévoles sans avoir mené des études précises. En fait, il faut dire qu'on était sur l'ancien schéma où l'ABF annuellement validait les petites tranches d'opération. Il y avait un vrai dialogue, une relation de confiance qui était clairement établie, qui ne posait pas de problème, et les travaux le prouvent totalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais évidemment, il y a un moment où déjà, donc Monsieur Cos, en l'occurrence, est parti à la retraite, et il faut bien sûr faire les choses dans les normes. Et donc, pendant la période où je faisais Chaillot, on a fait appel à une agence d'architecture, en l'occurrence Pronaos, avec Monsieur Blondin, pour établir un diagnostic sur le château de Calmont et voilà, repartir un peu de zéro. On a aussi du coup monté un dossier. On a parlé tout à l'heure des subventions. Ça nous a permis du coup de faire un relevé précis avec un scan, ce qui n'avait du coup jusqu'à présent pas été fait. On avait bien sûr des plans, mais là on est vraiment reparti d'une base solide. Donc on est parti du scan. Là-dessus, moi j'ai travaillé sur cette 3D pour retranscrire tous les plans. Bon, là, on pourrait développer beaucoup sur le sujet de la transcription et de l'étude et du diagnostic qu'on fait à cette étape-là, mais ce n'est pas le sujet de la soirée. Et ensuite, du coup, on a mené ce diagnostic. Et là, ça a été un travail très, très, très intéressant, parce que du coup, j'étais, moi, à ce moment-là, étudiant à Chaillot, bénévole qui connaissait extrêmement bien le site, et bien sûr, avec les autres membres de l'association, citer que Maxime Potier et évidemment Thierry Plume, qui est du coup le propriétaire du château qui a mis en gestion ce site. Et on a eu vraiment un échange où la relation, on a retrouvé finalement la relation de confiance qu'on avait avec l'ABF, avec ce travail et avec l'Archive du patrimoine. En l'occurrence, du coup, Philippe Blondin et Philippe Duc-Boyer, qui est un jeune diplômé architecte et qui projette de faire Chaillot. Monsieur Melon, vous en entendrez sûrement parler bientôt. Et donc là, voilà, on a pu échanger, on a pu leur faire part de notre point de vue, on a pu leur faire aussi part de la mémoire du lieu, de la mémoire des restaurations, de la mémoire du site. Et je ne dirais pas que c'est nous qui avons monté le dossier, mais c'était vraiment une belle collaboration. Et vraiment, il ne faut pas que les associations aient peur de cette étape-là. C'est sûr que c'est un travail qui est un peu fastidieux, mais ça permet vraiment d'avoir une base saine pour justement ensuite phaser les travaux notamment, établir les priorités et avoir un plan pluriannuel. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais témoigner. On peut développer si vous avez des questions par la suite. Et je voudrais aussi vous faire part d'une expérience toute récente, puisque à l'automne dernier, là, sur octobre-novembre, avec Olivier, nous sommes partis en Martinique. Donc ici, il s'agit en fait, comment présenter les choses simples. En Martinique, actuellement, il n'y a pas vraiment de chantier de bénévoles. Et Rempart a été contacté pour un peu faire un audit, on va dire, des sites. Et Olivier, tu peux prendre la parole pour corriger ou compléter. Mais faire un peu, on va dire, on allait en Martinique faire un audit des sites pour déterminer lesquels étaient les plus susceptibles d'accueillir des chantiers de bénévoles, avec l'idée sous-jacente, en fait, de relancer, parce qu'il y en a eu par le passé, de relancer ces chantiers et finalement de sensibiliser la population locale à son patrimoine. Monsieur Laporte, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que, notamment, il y avait une perte des savoir-faire, une perte, des pertes de cet ordre-là, et en Martinique, peut-être que c'est un peu plus avancé qu'en métropole, où on a vraiment du coup constaté
il y avait peu d'entreprises spécialisées et que quand il y avait des chantiers de restauration, soit c'était pas toujours bien fait, soit c'était pas fait parce qu'il n'y avait pas l'entreprise, ou que c'était très, très, très compliqué. Et alors que la population s'intéresse quand même à son île, à son patrimoine, mais n'a pas non plus toujours conscience de sa richesse. Donc, il y a vraiment un travail à faire et on est parti là-bas sur demande de la DAC, donc l'équivalent de la DRAC, Martinique, pour un peu mettre une étincelle, je dirais, et activer les choses. Donc la mission était très, très intéressante, très enrichissante également, puisqu'on a vraiment senti qu'il y avait, que ce n'était pas mort, et ce qui est très bien. On a aussi découvert, parce que pour ma part, je ne connaissais pas du tout, le patrimoine local. Il y a beaucoup de choses, avec des tailles très diverses, de nature très diverses, la maçonnerie, le bois. Et donc, on a comme ça fait une investigation sur une quinzaine de sites en vue d'en dégager, en vue d'un chantier pour l'année prochaine, d'en dégager 2. Et Yann, si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que tu disais sur l'architecture, enfin, le patrimoine des dom-toms. oui, Il y a un vrai sujet là, parce qu'on nous fait remonter régulièrement à l'association des abus, le fait qu'il y a une pénurie effectivement d'entreprises, comme tu le dis, qualifiées. Il n'y a pas forcément beaucoup d'AP qui interviennent là-bas. On a l'impression que c'est un peu le parent pauvre effectivement du patrimoine de la France. Et je pense qu'il va falloir, on en a parlé encore à la dernière AG, effectivement, au mois de novembre, hein, enfin octobre, il va y avoir un sujet et je pense qu'il va falloir que l'on fasse vraiment remonter ça, même à la DGP, le fait qu'il y a un sujet. Il n'y a pas de passe-droit dans les dom-toms, c'est-à-dire qu'il faudrait que les mêmes exigences, en tout cas en France, s'appliquent là-bas, et qu'en tous les cas, les abus, et on sait qu'il y a des consoeurs ou des confrères qui les ont dénoncés devant nous, soient vraiment, pour le coup, qu'on les fasse remonter et qu'on fasse en sorte qu'il y ait vraiment, effectivement, un travail patrimonial digne de ce nom qui soit établi dans ces territoires éloignés, même si on peut estimer que c'est évidemment des architectures qu'on connaît mal, mais il y a un sujet. Nous, on voit régulièrement on sent que là-bas, il se passe pas, voilà, il se passe pas tout à fait les mêmes choses et c'est pas bien. Donc, il faut qu'on montre que on peut aussi mailler ce territoire, même s'il est loin. Voilà, je voulais juste faire cette remarque parce que on est préoccupé par ça. ben, tout à fait. Ben, par exemple, là, du coup, pour Martinique, Guadeloupe, et, et du coup, je ne sais pas s'il y a la Guyane, mais il n'y a qu'une seule AP. Olivier, j'ai perdu son nom, je ne sais pas si tu l'as en tête. Elle était au CA il n'y a pas très longtemps. Oui, tu te souviens de son nom, Judicaël? Est-ce que c'est pas Nathalie Ruffin? c'est Nathalie Ruffin, c'est ça. Voilà. Nathalie Ruffin, c'est ça. J'ai la mémoire des noms, mais tout à fait. Ouais. Donc, elle est seule sur le terrain et en effet, elle ne peut pas assurer tout le boulot qu'il faudrait. Mais donc, du coup, tout ça pour dire que l'architecte du patrimoine a son rôle à jouer, et notamment, Monsieur Laporte, quand vous parliez un peu de lanceur d'alerte, il y a un peu de ça aussi là-bas. Tout à fait. Et pour enchaîner là-dessus, donc pour le partenariat architecte du patrimoine et Rempart, ben ça coule un peu de source finalement, puisqu'on a un peu le même objectif, la même passion de la pierre et du bâti ancien et du patrimoine, et la collaboration va en fait de soi. Donc du coup, j'ai un peu les pieds des deux côtés et ça me va très bien. Super, merci Yann. Olivier, tu veux compléter quelque chose sur la Martinique? Non? Tu peux prendre la parole là-dessus? Non? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Benoît a assuré les questions qui arrivaient en cascade. Je pense que vous avez lu, Christian, tu as lu combien tu étais remercié par Bernard. J'ai répondu. Hein, Okay. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci à eux de leur confiance.
Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, les assauts de remparts en particulier, ou d'autres gens que je ne connais pas qui sont ici, qui ne seraient pas chez nous? En fait, moi, j'ai une question. Oui, parce qu'il fallait bien que je réussisse à prendre la parole tout de même. Non, c'était pour compléter la question de Marie-Georges qu'elle vous posait, Christian, sur c'est quoi la différence entre un maître d'ouvrage associatif et un maître d'ouvrage autre, si je veux dire. Alors, je comprends comment vous le percevez, j'entends bien, mais est-ce que vous apportez, est-ce que l'architecte du patrimoine, finalement, apporte autre chose que ce qu'il apporterait à un maître d'ouvrage classique, à un maître d'ouvrage associatif? C'est-à-dire, en quoi on peut dire à nos associations réunies ici, en faisant appel à un architecte du patrimoine, voilà en quoi l'architecte du patrimoine va se positionner à vos côtés. Alors, vous nous l'avez déjà dit un peu, hein, et ce qu'on a entendu de la Tour d'Auton nous éclaire aussi sur cette question-là. Mais j'aimerais que vous, finalement, vous nous disiez l'éventail de ce que va apporter à l'association, maître d'ouvrage particulier, collectif, bénévole, un peu foutraque, mais engagé, vous voyez, hein, tout ça là, ce que vous allez lui apporter, vous, en tant qu'architecte du patrimoine. Michael, tu veux essayer de répondre? Oui, on peut se compléter, et enfin, c'est ce qu'on va faire. Effectivement, comme vous l'avez très bien introduit, souvent, il y a un contexte un peu foutraque, en effet. Et déjà, on peut apporter un cadrage pour remettre les choses un petit peu dans les rails et aussi faire les choses les unes après les autres. Ouais. Parfois, il y a des tâches à faire après une autre. Et donc, en fait, il y a un peu de méthode à apporter, clairement. Néanmoins, ce qui est bien aussi, en fait, il ne faut pas être trop rigide. Et ce qui est bien avec la plupart des archives du patrimoine, alors il y en a certains qui sont un petit peu trop rigides, mais avec les associations, nous, ça nous fait un peu travailler aussi notre capacité de souplesse. Et il faut en avoir, parce qu'il y a des choses, si on est trop rigide, ça ne sort pas, notamment dans un contexte associatif. Et donc, je pense que c'est un juste compromis entre travailler avec de la méthode et en même temps travailler avec une certaine souplesse. Et le bon architecte du patrimoine doit bien aider le milieu associatif là-dessus. Je savais qu'il serait meilleur que moi sur la réponse et je souscris à 100% à ce qu'il a dit. Je crois qu'effectivement, le milieu associatif nous montre aussi que face parfois à ce que l'on est obligé de tenir en termes de délai, je n'allais pas dire délai, mais surtout de rigueur dans les dossiers, des choses très cadrées, très normées, voilà, très normées surtout, très codifiées. Notre travail, justement, c'est d'adapter ces choses-là au milieu associatif. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on ne va pas tout à fait faire de la même manière. Et je pense que c'est dans l'intérêt des échanges et de la compréhension de ce que l'on fait. Parce que, très franchement, quand on commence à parler qu'il faut attendre de faire telle chose ou avant d'obtenir la subvention, il y a des fois des choses qui sont très rébarbatives. Enfin, je pense qu'on pourrait faire témoigner tous ceux avec qui on a travaillé, mais ça peut être parfois extrêmement… ça peut devenir très abscon en termes d'échanges. Et on est un peu là, et c'est comme le dit Judicaël aussi, pour faire en sorte que ce soit un peu moins rigoureux ou rigide dans la manière dont on a de concevoir, nous, notre métier. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans l'excellence, mais je dirais qu'on a une manière on va composer avec le principe de l'associatif. En fait, nous sommes conscients des responsabilités, des engagements, et notamment dans des chantiers, parfois c'est dangereux, tant sur un plan vraiment purement physique. Cela dit, la question de la sécurité, les associations sont souvent… Ça, moi, je la mets toujours en avant. Assez carré. Mais aussi sur le plan administratif, parfois il y a des choses qui sont faites dans le contexte associatif complètement borderline, même au-delà du borderline. C'est-à-dire que c'est carrément hors la loi. Moi, je l'ai vu. Que ce soit forcément conscient. Parfois, ce n'est pas du tout conscient. Et c'est complètement hors la loi. Donc, nous, on est là pour le dire, mais on n'est pas du tout là comme des flics à dire c'est interdit et pour mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, on est là pour le dire, mais en même temps, pour aller dans le sens de l'aboutissement
d'un chantier ou d'un objectif, eh bien, pour aider et trouver des solutions pour se remettre dans les rails sur un plan administratif, tout en évitant quand même les processus trop laborieux, rébarbatifs, comme tu disais, Christian, voilà, pour essayer de trouver des courts-circuits rapides, tout en étant quand même carré avec le contexte législatif et administratif. Et si je peux apporter un témoignage en tant qu'association, nous, enfin moi en tous les cas, qui œuvre depuis quelques années au sein de cette fédération, j'ai remarqué, alors je pense que c'est dû à Benoît, mais que les anciens architectes du patrimoine, lorsqu'ils rencontraient une association Rempart, soit ils partaient en courant parce qu'ils se disaient « Oula, des chantiers de bénévoles, je ne sais pas, ça me fait peur, je ne sais pas », soit on avait un certain temps où on essayait de s'apprivoiser et effectivement, moi je sentais bien que ça les gênait en fait dans leur manière de travailler parce que nous sommes une association, parce que nous sommes borderline, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de la dangerosité du montage d'échafaudage, etc. Et puis, souvent, on constate, enfin moi je constate qu'après 1 ou 2 ans de chantier, ils se disent « Ah, mais moi en tant que professionnel, ça m'apporte un autre regard aussi sur la manière de travailler. » Et je constate, Benoît, que depuis quelques années où je travaille avec des nouveaux, soit architectes en chef, soit architectes du patrimoine, eh bien, ils ont déjà la notion Rempart. Et donc, je me suis dit, tiens, Chaillot doit parler à un moment ou à un autre de Rempart parce que je gagne du temps, en fait, dans la manière dont je présente la méthode, enfin, moi, ce que j'appelle la méthode Rempart, en fait, qui est très simple et très basique, mais qui est la même que vous, hein, finalement. Et je gagne du temps. Et c'est un grand merci, Benoît. Ah bah, mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Alors moi, j'ai appris une chose, hein, c'est qu'il va falloir mettre foutraque dans le vocabulaire de l'architecture de Pérouse de Monclos que l'on conseille aux élèves pour préparer le concours, parce que sinon, on ne peut pas comprendre le contexte du patrimoine que l'on a. Je suis peut-être appelé à le voir très bientôt, je le lui dirai. Il va être content. Alors, bon, écoute, je ne lui envoie pas de petits mots, je te laisse faire. Oui, je lui dirai. Parce que vous avez oublié foutraque dans le dictionnaire. Quand je pense qu'on parle de Rempart comme une arme d'excellence. Mais tout à fait, c'est ça, Marie-Georges, il faut en être conscient aussi. Et puis, le deuxième point que je voulais souligner. Oui, je t'en prie. Dans le deuxième point que je voulais souligner, c'est que les échanges qui viennent d'avoir lieu, que ce soit Judicaël ou Christian ou Corinne, ça montre bien, enfin, pardon, Christian et Judicaël principalement, ça montre bien que un architecte du patrimoine, c'est une personnalité et que la valeur du contact est irremplaçable. Et que moi, j'insiste toujours, les associations que je croise, et j'en croise un petit peu, à dire, mais prenez contact, appelez-en 3, et puis prenez contact avec les 3, et vous verrez celui avec lequel le courant passe. Peut-être que ça ne passera pas, mais peut-être que les 3, vous allez dire, tiens, c'est vachement bien ce qu'ils nous racontent, et pourquoi pas, vous organiserez quelque chose, peut-être pas avec les 3, mais enfin, au moins vous contractualiserez avec l'un d'entre eux. Et puis, je parlais tout à l'heure de la valeur du conseil. Moi, je crois beaucoup aussi à ça, j'insiste beaucoup auprès des élèves, comme je l'ai dit, parce qu'un déplacement, c'est parfois, bah oui, ça coûte cher, il faut y aller, il faut faire de la route, et puis il faut prendre le temps. Mais c'est une aventure qui naît, c'est un enfant qu'on va concevoir ensemble, c'est quelque chose qui va naître, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'imaginer. Et ça fait aussi partie du boulot de l'architecte du patrimoine. Je dis à mes étudiants, Christian le sait, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Et je l'emprunte aux compagnons du devoir. Mais c'est réellement quelque chose pour un architecte du patrimoine qui est essentiel. Savoir-être, c'est un comportement. Et c'est absolument essentiel quand on est en face d'une association où on a des gens qui sont de très bonne volonté, mais qui sont foutraques parce que ce n'est pas leur métier. Ils font autre chose et puis ils viennent là aussi pour se détendre. Alors que l'architecte du patrimoine qui intervient comme un professionnel, bah, il est fait pour remettre le wagon sur les rails, comme le disait Judicaël. Donc, il ne faut pas hésiter. Merci. Moi, j'avais envie de demander à quelqu'un d'une association de Rempart ancienne, Michel, par exemple, je pense à toi, à Brie. Je suppose que vous, à Brie-Contre-Robert, je pense que vous avez eu affaire à un architecte du patrimoine. Peut-être que vous avez encore affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu plus sois? Est-ce que tu ne plus sois pas? Et puis aussi, en contrepartie, à une association plus récente, Zineb fait partie.
mais peut-être que tu n'es pas très loin et que tu pourrais nous dire si à Castelrock, c'est aussi le cas. Michel, dis-nous. Avec ton micro, Michel. Michel, ton micro. Je crois qu'il vaut mieux qu'il ne le mette pas finalement. Michel, on a un problème de micro avec toi. On ne t'entend pas vraiment. Désolée. Et ils ont fait appel à un architecte en chef, surtout. Et il dit qu'il est tout à fait d'accord avec Marie-Georges. Michel, on est désolé. Non, ton micro, oh, je suis désolée de t'entendre pas, c'est assez bizarre. Zineb, j'ai posé la question pour Castelrock. Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous avez un architecte du patrimoine dans vos intervenants, pardon. Donc oui, bonsoir tout le monde. Je suis, comme Marie-Georges l'a dit, je suis architecte, je fais partie de l'association Castelrock. Donc je suis également maçonne du bâti ancien. Je suis passée par les compagnons et actuellement je rejoins l'association Castelrock pour faire une thèse de doctorat. Donc actuellement, oui, effectivement, l'association Castelrock, et depuis sa création en 2014, fait appel à l'architecte, à l'ABF, Patrick Gironet, ici dans le Tarn, et accompagne justement la démarche de restauration de ce château médiéval et qui vient nous visiter une fois par an sous une sorte de copie avec l'archéologue aussi, Julien Pêche, et un historien qui accompagne l'opération de restauration du château. Donc voilà, brièvement. Merci Zineb. Je vois, Michel, que tu as retrouvé ta voix. Alors, on t'entend, on t'écoute. Voilà. Est-ce que bon. mon micro fonctionne là? Extrêmement bien. Vas-y. Voilà. À Brie, nous sommes sur un monument classé. Donc, nous travaillons avec Jacques Moulin depuis 1982. Donc, nous ne sommes pas confrontés tout à fait avec un architecte du patrimoine. Mais bon, on a réussi à mener une partition commune entre l'archéologie et les choix de restauration. Il a fallu un peu s'apprivoiser, quoi. Alors attention, Jacques Moulin est architecte du patrimoine. C'est ce que j'allais faire. J'allais faire la remarque. Oui, oui. On part du principe qu'un architecte en chef qui n'intervient pas sur un monument classé État n'est autre qu'un architecte du patrimoine. Oui. Mais pendant plusieurs années, cette législation n'avait pas cours encore. Hein. Oui, vous avez raison. Ça fait 12 ans qu'elle a cours. Donc, voilà. nous avons vu l'ABF que assez rarement, qui venait voir les fins de travaux. Bon, c'est tout. Mais le dialogue, ça a été qu'avec l'architecte en chef. Hein. Mais nous, les difficultés qu'on a vécues pendant plusieurs décennies, hein, ça s'est beaucoup arrangé hein, quand même. C'était quand même de faire valoir dans les années 90 d'abord le message archéologique avant d'envisager un projet sur le monument. Les archéologues du bâti sont venus un petit peu manger les études des architectes. Hein. C'est vous qui le dites. Mais enfin, je pense que ça s'arrange et c'est vrai qu'il faut beaucoup échanger autour d'une table et échanger sur des problèmes pratiques. Ça, tout à fait d'accord. Hein, avec des relevés, un crayon, des schémas, des projets. On griffonne, on défait, on refait. Je crois qu'il y a comme ça qu'on avance. Hein. Voilà, notre projet continue à avancer. C'est un très beau projet. Merci, Michel. Oui, bien sûr, mais j'allais te donner la parole, Henri, mais évidemment, je t'en prie. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que, alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, hein,
l'architecte, ce n'est pas un coût en définitive. Hein. C'est une plus-value qui est nécessaire parce qu'en fait, c'est un vrai métier, le bâtiment. Surtout celui de l'intervention sur le bâtiment ancien. Il faut travailler avec des entreprises dont c'est le métier, mais qui sont attachées à leur technique, et on les comprend. Et puis en même temps, il faut aussi travailler avec le contrôle scientifique et technique. Et donc, il faut vraiment un spécialiste. D'abord, on a parlé de food-track. Je veux dire, rassurons-nous, le food-track, il existe aussi dans les marchés publics ou chez les marchés privés. Hein, c'est tout à fait souvent la même chose. Simplement, bien sûr, et il existe également chez les architectes. Oui, oui, largement. Mais un peu, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Alors, mais simplement, il faut quand même avoir un architecte qui est du patrimoine tant qu'à faire présent. Ça permet aussi que la DRAC ou la BF comprennent que les gens sont sérieux et qu'ils veulent faire les choses bien. Et c'est vraiment toujours un bon point. Je vais peut-être faire un peu le rabat-joie là, parce que en fait, le rôle de l'architecte qui vient travailler sur un chantier de bénévole, il est, j'allais dire, assez facile. Alors, je ne dis pas ça pour Christian Laporte, dont je connais l'action sur les différents chantiers, et notamment sur Rochefort, mais c'est plus facile de travailler quand il y a des entreprises qui sont présentes que quand on est dans une phase où il n'y a que l'association qui bosse. On a des exemples à Rempart, hein, dans l'Est, par exemple, où l'architecte n'a pas pu intervenir parce que après qu'il a eu contacté la MAF, on lui a dit, mais non, n'y allez pas parce qu'on ne sait pas qui est l'entreprise ou qui est… enfin, il y a une confusion entre… Enfin, il y a confusion, il n'y a pas une confusion, il y a confusion entre le maître d'ouvrage et l'entreprise et l'association. Et en termes d'assurance, la MAF estime qu'il se pourrait que, en cas de problème, eh bien, un tribunal pourrait condamner in solidum l'architecte. Donc ça, c'est une vraie difficulté qui n'existe pas quand il y a des entreprises, parce qu'on sait qui est entreprise, qui est maître d'œuvre et qui est maître d'ouvrage. En revanche, quand il n'y a pas ça, parce que c'est la vie courante d'une association, or l'association a besoin d'un architecte pendant toute son action sur le bâtiment. D'abord parce qu'il faut cet interlocuteur, j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un coût, mais une plus-value, mais en même temps, à certains moments, c'est obligatoire, ça fait partie de la loi, tous les projets doivent être présentés avant d'être approuvés, enfin, s'ils le sont, par le contrôle scientifique et technique, il faut la présence de l'architecte. Donc là, il y a une difficulté qui n'est pas résolue. Je sais qu'avec Olivier, on avait essayé d'imaginer, de rencontrer les gens de la MAF pour voir comment on pouvait régler ça. Peut-être que ça ne serait pas idiot d'y aller avec l'ANABF, pardon, l'Association des architectes du patrimoine, pour régler cet aspect-là, parce qu'il ne faudrait pas qu'un jour, ça se termine mal pour l'un ou pour l'autre, en fait. Hein. Vous parlez des chantiers de bénévoles, monsieur de l'Épilay, c'est bien oui, ça? Oui, oui. Oui, c'est pour ça que je dis, quand il y a des entreprises, les choses sont assez claires. Même si c'est une association d'insertion, les choses sont claires, il y a des contrats, etc. Quand un architecte du patrimoine, en l'occurrence, intervient sur un bâtiment sur lequel une association intervient, est présente et qu'elle fait elle-même les travaux, on a besoin quand même de l'architecte pour définir le programme, pour dire cette année on fait ci, pour solliciter pour monter le dossier de subvention, etc. Mais là, on ne sait pas qui est l'entreprise. Il y a une difficulté d'assurance, notamment, hein, dans ce cas-là. Voilà. Oui, et puis il peut aussi y avoir une défiance même de la conservation régionale des monuments historiques sur je dirais, le savoir-faire technique et la capacité à une association de faire les travaux. C'est-à-dire que oui, nous, on est assez, enfin moi personnellement, je suis assez, j'allais pas dire méfiant, mais je crois qu'une association n'a pas vocation à agir elle-même, sauf vraiment quand il s'agit… Alors là, on va contredire fortement. Oui, non, mais quand je dis ça, c'est quand on commence, et ça nous a même été refusé au château de Rochefort, M. Giraudot pourra en parler, je dirais, quand il s'agit comment dirais-je, d'entretenir un site, la vocation, là pour le coup, d'une association, sur l'entretien d'un site, sur le défrichage, sur la manière de communiquer sur le site, le rôle de l'association est fondamental. Quand on commence à toucher à, je dirais, des ouvrages qui requièrent de la technicité et qui requièrent aussi un savoir-faire, ce n'est pas toujours au sein des équipes de bénévoles des associations qu'on le trouve. Et ça, ce n'est pas toujours, mais c'est le cas.
On en parce trouve que- parfois, et moi on a même d'agréables surprises, hein, puisqu'on l'a constaté à Rochefort avec notamment Défi 21, alors qui est encore autre chose, mais on peut être surpris. Mais nous, on a quand même la conservation régionale des monuments historiques nous dit effectivement parfois, attention, il ne faut pas que ce soit une association qui intervienne sur ce type d'ouvrage. Hein, Moi, je pense que les associations, elles doivent faire ce qu'elles savent elles faire. savent Oui, faire. bien sûr. Et il y a de très beaux exemples. On parlait de Coucy avec Judy Kael. Il y a d'autres chantiers à côté de Coucy, hein, d'ailleurs, par exemple, qui font des constructions extrêmement, enfin, des restaurations extrêmement poussées, mieux que font certaines entreprises. Je suis d'accord avec vous. C'est ni Et quand, c'est pas noir ni blanc, c'est ni noir oui, ni blanc, je dirais. Voilà, oui, je suis mais d'accord. justement, quand une DRAC dit « moi, je ne veux pas que ça soit une association », moi, je proteste. Parce que, d'abord, la DRAC n'a pas qualité pour dire j'exige telle ou telle entreprise. Hein. Elle exige des résultats, mais pas telle ou telle entreprise. Donc, on ne voit pas pourquoi elle le demanderait pour des associations maîtres d'ouvrage, alors qu'elle ne le demande pas pour les particuliers, alors qu'ils peuvent faire appel aussi à des entreprises qui ne soient pas bonnes. Donc, c'est là où il y a une vraie difficulté. C'est pour ça que je dis il ne faut pas rêver trop. Enfin, moi, je suis content que vous soyez présents tous là, architectes du patrimoine, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une… l'architecte, s'il est présent, il doit dire aux gens, vous ne pouvez pas le faire, ou montrez-moi que vous savez le faire, etc., parce qu'il va porter une responsabilité. Hein. Mais vous voyez la difficulté. Donc, en fait, c'est difficile à gérer, ce n'est pas impossible. Hein. On a beaucoup parlé avec d'autres architectes du patrimoine, j'en ai parlé avec Benoît aussi à certaines occasions, mais la question, c'est que on ne peut pas, a priori, dire que l'association ne pourra pas le faire. Ça, ce n'est pas vrai. On sait très bien qu'il y a plein de… Quand on va sur les chantiers professionnels, vous le savez bien, quelquefois, y compris ceux qui se flattent d'être au-dessus. Non, mais ça, là-dessus, je suis d'accord avec vous et on l'a constaté il n'y a pas si longtemps. Simplement, vous évoquiez tout à l'heure la question du cadre, et je crois que ça, c'est important aussi. Oui. C'est que je crois que sur les chantiers de bénévoles, en tout cas pour ceux que j'ai pu moi encadrer, notamment au Château de Rochefort, enfin encadrer de très loin, hein, mais en tout cas donner les quelques consignes modestement, on n'a pas le même, comment dirais-je, pouvoir, par exemple, nous, en tant que maître d'œuvre, on ne se donne pas le droit de faire refaire des choses à un chantier de bénévoles qui va durer 3 semaines si on estime que le travail n'est pas satisfaisant. On va estimer qu'il est correct et on va laisser passer la main. On ne le ferait pas forcément avec une entreprise. Et je crois que c'est important quand même de le dire aussi, c'est que un chantier de bénévoles qui intervient sur 3 semaines, on a vu au Château de Rochefort, il y a eu, selon les équipes, un résultat plus ou moins bien, globalement plutôt bien, mais pas égal. Et je dirais que quand on a affaire à une entreprise, le boulot ne plaît pas, on fait refaire. Oui, enfin, tout le monde ne le fait pas refaire, hein, on le sait. Non, mais je veux dire que… Mais à contrario, l'administration nous dit prenez un architecte pour vous aider. Donc, il y a là une difficulté qu'il faut qu'on résolve, en fait, ensemble. Oui, vous avez raison. Parce qu'on ne peut pas se contenter, ou alors quelqu'un décide qu'il n'y a plus de chantier de bénévoles. C'est possible. Ah non, moi je… Non, mais évidemment, ce n'est pas moi qui vais le proposer, mais je veux dire, sauf à dire ça, la seule solution, c'est d'arriver à ce qu'on obtienne satisfaction. Voilà. S'il vous plaît, si je pouvais compléter un peu ce que dit M. Delépinay. Donc, j'enlève 2 secondes ma casquette d'AP et je prends ma casquette rempart. Vous oubliez un intermédiaire en disant chantier de bénévoles, chantier de bénévoles. À Rempart, justement, on forme des encadrants techniques. Donc, on est reconnu pour ça et on a vraiment une maîtrise et une qualité en interne où, du coup, les encadrants vont passer d'une association à l'autre et avoir vraiment une maîtrise technique. Alors, certes, ils n'auront pas l'aisance et la qualité d'un compagnon qui a fait son tour. On est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Mais il y a clairement quand même une qualité qui peut être atteinte sur les chantiers. Et après, je pense que justement, en amont, dans le dialogue, là, entre du coup, l'architecte du patrimoine, s'il suit l'association, il y a vraiment un accompagnement à faire pour guider le travail souhaité et on peut clairement l'obtenir. Et de là à dire qu'on ne va pas forcément refaire des choses, c'est pas toujours vrai. En l'occurrence,
on peut, enfin, moi j'ai un exemple précis à l'association du château de Calmont, où sur une archère, par exemple, donc on a une enceinte 15e percée de 32 archères qui s'éventrent. On a un projet de les stabiliser une à une, et il y en a une justement dont on n'est pas satisfait. Alors qu'on ne nous l'a pas demandé, on s'interroge, nous en interne, de la refaire. Donc il y a vraiment une prise de conscience et aussi un savoir-faire de la part de l'association, de la part de Rempart, qu'il ne faut pas sous-estimer. Non, mais alors c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, pour nuancer mon propos, c'est qu'on constate aujourd'hui, face à la pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises dites monuments historiques, qui vont parfois chercher des équipes d'intérimaires pour compléter leurs équipes, et on le voit de plus en plus malheureusement aujourd'hui dans les grandes entreprises MH au niveau national. Moi, je trouve de meilleurs, comment dirais-je, un meilleur retour et une meilleure sensibilité des associations aujourd'hui et même des chantiers de bénévoles qui écoutent plus et qui comprennent plus, enfin en tout cas qui ont une meilleure réceptivité. Et on l'a vu à Rochefort, mais je l'ai vu aussi sur d'autres chantiers en Auvergne. Finalement, on s'aperçoit que le milieu associatif et les chantiers de bénévoles, finalement, par l'émulation de ceux qui participent à ces chantiers-là, ben, ils vont faire les choses avec beaucoup plus de sensibilité, ou en tous les cas avec beaucoup plus de finesse, en tout cas, et d'acuité dans le regard et dans le choix des pierres. Il y a une notion de temps aussi qui est importante, c'est que je crois sur un chantier de bénévoles, ce qu'il y a de fondamental, c'est que justement, pour placer un caillou, on ne va pas regarder si on met 5 minutes ou 1 minute ou 20 minutes. Aujourd'hui, malheureusement, les chantiers sur les restaurations de monuments historiques, malheureusement aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le coût auquel les entreprises ont répondu pour avoir un marché. Et elles n'ont justement sur le chantier plus absolument aucun gras pour pouvoir dire « Ah, bon, on va le faire bien. » Et ça, c'est une grosse difficulté que l'on a, nous, architectes, aujourd'hui, c'est que sur ces entreprises-là, on le sent bien qu'elles travaillent à flux tendu et que on voit qu'elles ne passent pas forcément le temps qu'il faudrait passer sur les choses. Et ça, c'est un vrai problème pour nous aujourd'hui, ça c'est clair. Le temps chez Rempart, c'est précieux, c'est le temps qu'on donne au patrimoine, hein. Le temps qu'on prend et on a cette chance-là. C'est pour ça je dirais que c'est ça qui est malheureusement aujourd'hui, qu'on ne retrouve pas forcément malheureusement dans le monde de l'entreprise. Benoît, je vais te donner la parole peut-être pour une dernière intervention. Igre, quel rôle. Mais yes. Je voulais essayer pas de mettre tout le monde d'accord, mais peut-être de dire à ma façon comment je vois ce sujet qu'évoquaient Henri et Christian. Je pense que la première des choses, et ça fait un peu partie de la charte de Rempart que j'aime beaucoup, c'est surtout pas d'a priori, de regard fermé. C'est-à-dire quand un architecte du patrimoine vient sur un chantier, il faut avoir ce regard ouvert et peut-être regarder avec bienveillance la compétence propre de l'association, rassembler des fonds, dynamiser, stimuler localement, encourager, organiser, etc. C'est déjà une compétence propre qui est très importante. Donc ça fait partie de l'association, c'est le fondement même de l'association. Le deuxième point, c'est de savoir identifier des compétences, parce que parfois, il y a un gars qui a fait le Tour de France, qui est proche de la retraite, qui veut absolument s'investir, et il a des connaissances bien plus fortes que l'entreprise locale, et finalement, c'est une ressource, c'est presque un patrimoine vivant en soi. Et c'est un point clé de l'association. Donc, il faut pouvoir s'appuyer aussi sur cette personne qui est capable de prendre le relais, de transmettre des messages et de former aussi des jeunes. Donc, parfois, ça arrive. Et moi, j'ai fait beaucoup de tours d'associations. J'en ai rencontré beaucoup qui étaient à chaque fois une belle surprise. Donc, il faut se réserver cette possibilité de la belle surprise. Et puis, en contrepartie, il faut aussi savoir définir des limites. Je crois que quand on est association, il faut savoir reconnaître qu'on ne sait pas tout et qu'on fait appel à des professionnels justement pour qu'ils nous disent comment il faut faire. Et que et c'est peut-être un peu une recherche de mots de la fin, mais si on fait appel à un architecte du patrimoine, c'est parce qu'on connaît ses limites et qu'on a besoin de ce qu'il peut nous apporter. Et moi, je crois beaucoup dans ce que nous faisons à Chaillot, justement, dans des gens qui savent dialoguer
et c'est une part importante de la formation que nous assurons. On apprend, on essaye de développer à travers les jurys, par exemple. On montre à un élève comment il faut faire, ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément d'accord, mais on discute d'un parti et on n'impose pas à l'autre son parti. On essaye de lui montrer tous les avantages de son parti. Ce n'est pas facile. Hein. Souvent, on est convaincu et on a tendance à faire du rentre-dedans. Mais non, l'autre, il a autre chose à dire et c'est ça qui nous permet de nous enrichir. Donc, il faut être à l'écoute du maître d'ouvrage, des membres des associations, des entreprises qui sont déjà intervenues pour voir et puis expliquer les points positifs, les points négatifs et construire avec tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une aventure dans la construction, dans la co-construction d'un résultat qui sera le résultat de cette somme d'interventions. Merci Benoît, c'est une bien belle conclusion en fond. Et qu'est-ce que tu veux que j'ajoute derrière ça? Moi, je retiens plusieurs choses. Je pense qu'on peut plus passer de vous, hein, c'est clair. Je pense que les associations de Rempart ont bien compris ça aussi. Pour tout ce qui est accompagnement, suivi, qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté cette nécessité, votre présence essentielle capitale dans toutes les phases opérationnelles, préopérationnelles, etc. Le professionnalisme, la méthode, comment tu as dit, Judicaël, la méthode et la souplesse, voilà. Et puis, je crois que ce que je retiens surtout, c'est qu'en fait, vous êtes des poètes passionnés. Je n'ai pas noté les grandes phrases de poètes, mais quand même, il y a des trucs comme ça. Hein. En tout cas, des passionnés, ça c'est sûr. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce webinaire super qui a été très bien suivi. En fait, on est ravis. Merci à tous ceux qui ont été là. Bernard, on ne t'a pas répondu, mais je pense que tu as eu tes réponses en direct. Merci encore à vous et puis passez une bonne soirée et au prochain webinaire de Rempart pour ceux que ça intéresse. À très bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt, en tout cas, à votre disposition. Merci pour votre invitation. À bientôt, merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.